marche ça? Ouais, voilà. Bonjour. C'est bon pour toi, Laurent? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ouais, en plus, c'est notre fête aujourd'hui. Ouais, ça va être notre fête, d'accord, ok. Ouais. Soyez gentils avec nous. C'est bon pour toi, Laurent? C'est parti. Bonjour. Alors, ça nous fait plaisir d'être là. Ça fait quelques années qu'on vient sur Astrociel. Et ben, cette année, on voulait participer un petit peu. Donc, on s'est dit, on a appris beaucoup de choses en venant ici. Et on voulait participer un peu en retour. C'est pour ça qu'on essaye d'être là. Et moi, je voulais partager un petit peu avec vous un retour d'expérience sur l'astrophotographie. Et je ne vais pas aller très très loin. Déjà parce que moi, je ne vais pas très loin. Je voudrais partager avec vous le début de l'astrophotographie quelque part. C'est pour ça que le thème du jour, c'est les clés pour bien démarrer. C'est un peu ce que j'aurais aimé faire en fait, ce que j'aurais dû faire peut-être même. Donc là, c'est de partager avec vous un parcours qui me semble logique pour finalement optimiser un petit peu le temps qu'on y passe et puis pas faire les erreurs classiques qu'on voit, quoi. Alors, bon, on fait ça en 1 heure et quart, d'accord? Donc l'astrophotographie, c'est vaste. Et donc l'idée, c'est de balayer ça de manière à vous donner un spectre assez large sur tout ce qu'il faut savoir pour finalement arriver à faire des photos qui vous conviennent déjà. D'accord? Photos, voilà, j'ai le genre de truc que j'aime bien. Par exemple, les mains, je l'ai faite, celle-là, il y a quelques temps. Déjà, je suis content de ça, moi. Il y en a qui vont beaucoup plus loin, d'autres qui s'arrêtent avant. Ça dépend un petit peu des goûts de chacun. Et donc, ce que je voudrais partager avec vous, c'est un peu la démarche et finalement parcourir les différentes étapes pour y arriver, quoi. Voilà. Alors, en 1 heure, on ne fera pas grand-chose, il y a beaucoup de notions. Donc l'idée, c'est qu'on a choisi d'associer à ça, pour cette année, du coup, plusieurs événements, on va dire ça comme ça. Il y a cette introduction, là, ce jeudi, et puis demain, à 15 heures et en soirée, 2 ateliers. Demain, à 15 heures, il y a l'atelier instrument matériel, où on va parcourir avec les copains qui se sont, comment dirais-je, portés volontaires pour nous aider un petit peu, pour que vous puissiez voir les différents matériels dont on a parlé aujourd'hui, in situ. Voilà, qu'on puisse dire, bah tiens, vous voyez, tel petit matériel, ça sert à ça, ça se monte comme ça, que ce soit plus concret, d'accord, qu'une simple présentation. Et du coup, à la filée, dans la soirée, regardez un petit peu la mise en œuvre de ces différents matériels. Il se trouve que là, on a quelques stations installées, on va avoir du ciel profond qui va être installé, on va avoir du planétaire ou du ciel profond en pause courte en haute focale, des choses comme ça. Donc ça vous donnera un peu d'idée de comment ça se met en œuvre. Et si vous avez des questions particulières qui ne rentrent pas dans le cadre de cette petite heure de présentation, quelque part, eh ben, on va pouvoir voir tout ça ensemble dans les ateliers. Voilà. Et on refait une redite le 18 en soirée, avec un autre atelier en mise en œuvre aussi pour continuer à répondre à des questions, si vous avez des problèmes particuliers ou quoi. Voilà. Qu'on puisse avoir un petit cursus finalement, plutôt que, allez-y, voilà 200 notions et puis débrouillez-vous avec ça, quoi. Voilà. Sachant qu'en 1 heure, on n'aura pas le temps de tout faire. Donc, du coup, alors pourquoi moi? Moi, je suis là justement pour partager un petit peu en retour. Moi, je fais de l'astrophotographie, je me suis lancé assez tard, hein. Je voulais rattraper un peu les copains, je me suis lancé en 2019. D'accord? Donc en quelques années, l'idée c'était de pouvoir faire un peu des photos et en rattrapant un petit peu. Donc j'ai mis un peu d'énergie dessus et j'ai essayé de structurer un petit peu les choses. Donc j'ai pris des notes et puis voilà. Donc j'ai commencé à en parler à mon club et j'ai commencé à faire des présentations comme ça sur les choses que j'avais commencé à comprendre pour mes clubs, quoi. Voilà. Donc du coup là, ce que je vous propose, c'est de partager un peu mon expérience là-dessus, de débutants qui commencent à arriver à faire des trucs, quoi. Et puis c'est tout. Donc, ce que vous voyez ici, donc, ce sont différentes photos qui sont prises par mes soins avec différentes disciplines. Je vais appeler ça comme ça, hein. Discipline astrophotographique, quelque part. Voilà, on va parler planétaire, on va parler discipline en grand champ, on va parler ciel profond, hein, CP pour ciel profond, en petite, voilà, ciel profond pour ces objets-là, en petite, moyenne ou longue, grande focale. On va aller chercher les objets plus ou moins petits, voilà, donc avec différents niveaux de focale notamment. Alors pour ce faire, voilà, ce que je propose comme parcours finalement, c'est de suivre quelques règles, en fait, quelques clés pour démarrer. La première, elle est simple finalement, c'est déjà, quand on commence, c'est de maîtriser quelques bases d'astronomie. C'est-à-dire déjà, il y a un peu de vocabulaire à comprendre. Je ne vais pas vous faire tout le vocabulaire ici, hein, on en bonnerait pour 1 heure rien que pour ça. Donc l'idée, c'est de vous donner quelques pointeurs, des mots à comprendre et à connaître leur signification et quelque part leur implication. Voilà. Une fois qu'on a compris de quoi on parle, de comprendre la différence entre les différentes disciplines. Parce que voilà, quand on fait du ciel profond d'un côté, à très très grande focale,
ou quand on fait de paysage nocturne, ça ne va pas être du tout les mêmes matériels et ça ne va pas être les mêmes tactiques. Troisième élément, une fois qu'on a compris un peu les différences entre les disciplines, c'est quand même pratique de pouvoir choisir les instruments qui sont adaptés pour celles-ci. C'est-à-dire que les contraintes, on va être obligé de les adresser. Une fois qu'on a choisi notre matériel, qu'on l'a acheté, qu'on l'a configuré, etc., qu'on a mis en place les différents setups pour les différentes disciplines qu'on veut pratiquer, et ben, ce qui peut être pratique, Nicolas ne dira pas le contraire, c'est d'avoir une bonne procédure d'installation précise, pratique, cadrée, qu'on puisse déployer facilement. Parce que s'il y a un truc qui peut être pénible quand on est par chez nous, tous dans nos pénates, c'est de trouver un moment de bon ciel quelque part. Il va falloir être assez réactif, idéalement même dans un petit observatoire, on n'a plus qu'à soulever le toit, on met en route et puis on peut être opérationnel en quelques minutes. S'il faut commencer à prendre la voiture, sortir et compagnie, on a intérêt à ne pas oublier un boulon, comme on dit. Donc en gros, c'est à prendre son matériel, avoir le truc qui est tout calé, avoir le logiciel qui est bien installé, qui est déjà configuré, etc. En gros, sortir et puis s'installer. Donc, en gros, une fois qu'on a fait tout ça, il ne reste plus qu'à prendre les photos. Toutes les photos, dans les flats et autres photos de calibration dont on va parler un petit peu. Il n'y a pas que l'image de l'objet qu'on veut prendre qu'il faut prendre, il faut prendre d'autres images pour pouvoir utiliser correctement les datas qu'on a captées. Voilà. Puis pour finir, empiler des tas de photos sur son disque dur, c'est bien, mais il faut faire quelque chose après, quoi. Donc il va falloir faire l'effort d'apprendre au moins les premières bases du traitement pour pouvoir faire quelque chose de ces images. Une fois qu'on a fait ce parcours-là, on a compris de quoi on parle, on comprend les différentes disciplines, le matériel qu'il faut pour pouvoir les pratiquer, comment installer ce matériel, choisir aussi à quel moment on se déploie, on ne va pas y aller sous la pluie évidemment, mais le solaire, c'est pas la nuit, enfin bon, des trucs basiques comme ça, mais il y en a des un peu plus pointus évidemment. Après on prend tout ce qu'il faut et puis on traite ces images. Voilà. J'essaie de vous faire un parcours un peu complet, quoi. Alors, pour ça, on va commencer effectivement par les... Comment je peux dire ça? Je ne peux pas développer tout ça. Voilà, ça, c'est les 7 clés. Je ne vais pas aller en détail dans toutes. J'ai choisi d'aller un peu plus en détail sur la différence entre les disciplines et les instruments corrects et adaptés pour les maîtriser. D'accord? Parce que finalement, pour le reste, vous allez trouver assez facilement, et puis on peut échanger assez facilement avec les copains pour avoir des sources d'informations. Pour ça, là, pour comprendre les différences entre les disciplines et les instruments, en fait, il faut causer à plein de gens différents qui ont plein de pratiques et qui sont bons dans chaque pratique. Donc ça nécessite un peu de temps pour compiler ces informations. Donc c'est un petit peu ce temps-là que je vais essayer de vous faire gagner aujourd'hui, avec ce que j'en ai compris, ça n'engage que moi. Mais avec ça, on arrive après à faire des photos comme ça. Donc voilà, au focal de 200 par exemple, pour ce genre, cette zone-là, elle est faite à 200 mm de focale, et celle-là, par exemple, là, c'est à 9000 mm. Donc on va balayer assez large, une gamme d'objets assez large. Ça, je peux vous en parler, toutes ces photos-là, on les a faites, donc je pourrais répondre à toutes vos questions là-dessus. On peut aussi aller après faire des petites animations, on peut jouer, on peut se balader avec du planétaire haute résolution, on peut aller chercher, vous voyez, avec 9 ou 10 mètres de focale, des instruments de 11 à 14 pouces, on peut aller chercher de la planète et puis faire des animations. Et puis avec des instruments assez courts, avec 600 mm de focale, on peut aller choper par exemple la petite comète ZTF et puis voir animer par exemple sa queue. Avec des traitements particuliers, on se débarrasse des étoiles et on arrive à faire des animations de ce type-là. Alors, quelques bases d'astronomie. Là, je vais juste citer les mots qu'il faut connaître, je ne vais pas expliquer de quoi il s'agit. Voilà, typiquement, il faut déjà comprendre un petit peu la mécanique céleste. Qu'est-ce qui tourne autour de quoi, comment ça marche, le jour il se lève où, voilà, l'est, l'ouest, on va comprendre un petit peu des trucs comme ça basiques, déjà. Savoir reconnaître les principales étoiles, dont la polaire. Déjà, quand on veut mettre la monture en station, si on n'a pas la polaire, bon, ça commence mal. On peut le faire, mais on rentre dans du compliqué. Après, il faut connaître un peu de vocabulaire, et notamment sur les coordonnées célestes. Moi, quand on m'a dit la première fois, tiens, il faut te mettre à l'équateur céleste pour calibrer ton guidage, j'ai ouvert des yeux ronds comme ça, je dis, mais de quoi il parle? Il y a un équateur dans le ciel maintenant. Là, je ne suis plus, quoi. Donc, il va falloir comprendre un petit peu ça. Vous aidez peut-être des logiciels comme Stellarium, par exemple, qui dessinent les trucs. Si vous activez les fonctions, ils vous le dessinent, vous voyez où c'est, et puis ça vous fait gagner beaucoup de temps, quoi. Voilà. D'accord? Donc le zénith, le méridien, équateur céleste, altitude, azimut, comprendre un petit peu ces termes-là et de quoi on parle quand on est devant sa monture, c'est important. Quand on utilise des montures équatoriales, les montures équatoriales, c'est celles qui suivent le ciel avec l'arc de cercle qui va bien pour décrire le mouvement de la voûte céleste, quelque part, et pour faire le suivi qui va bien. Et ben, il va falloir comprendre ce que c'est que l'ascension droite. Bon, on se met là, à droite, il y a le... Ah oui, d'accord, super, on a l'est qui monte, ascension à droite. Ah oui, c'était ça? Ouais, oui. Bon.
Il y a des trucs comme ça à comprendre, et puis après scaler, comprendre à quoi ça correspond par rapport est-ouest, nord-sud, et comment ça se positionne, quoi. Pareil, l'axe de déclinaison, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une mise en station? À ne pas confondre, contrairement à ce qu'ils mettent dans les trucs anglais, là, avec alignement partout. On va dire une mise en station d'un côté, et puis un alignement pour calibrer la monture pour que ça sache où elle est à peu près, quoi. D'accord? L'un, c'est la mise en station physique, et l'autre, c'est plutôt la correspondance pour que la monture sache où elle est, pour pouvoir faire son go-to, pour aller sur l'objet suivant, quelque part. Bref, je dis que je ne rentrerai pas trop dans les détails, je vais arrêter là sur cette partie-là. Après, vocabulaire sur les optiques, qu'est-ce que c'est que l'ouverture? La focale, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Le back focus, le tilt, notion qu'on n'abordera pas forcément aujourd'hui, qu'il faut comprendre pour pouvoir après régler bien son matériel. Alors, dans les bases d'astronomie, savoir utiliser une application comme Stellarium, qui vous montre une carte du ciel en temps réel, c'est pratique. Les cartes du ciel physiques papier, c'est pratique à peu près, mais ça ne vous donne pas autant de possibilités, de projections, ça ne vous donne pas des éphémérides fins sur les planètes, par exemple. Avec Stellarium, vous pouvez demander, dans 4 ans, où sera la planète quand je serai, je sais pas moi, au Zimbabwe en voyage, est-ce que je peux la shooter là? Ça vous permet aussi de prévoir la position des comètes, par exemple. Vous dire, tiens, ça serait sympa, quand vous voyez les mecs qui font des super photos de paysage, avec une comète en plein milieu d'une vallée bien placée, ils n'y sont pas par hasard, hein. Ils ont attendu 4 ans avant, ils ont tout réservé, ils sont venus plusieurs fois pour tester, pour voir où il fallait se coller, et ils prennent la photo grâce à ces logiciels finalement de positionnement et de prévision. Voilà, on va dire ça comme ça. Dernier point intéressant, connaître les types d'objets célestes. Et au fur et à mesure, apprendre et noter. Noter, alors ça peut être vraiment physique, prendre des notes, ou comprendre quelque part, et puis intégrer leur spécificité photographique. Ça viendra tout au long, hein. C'est une étape qui se fait au fil de l'eau. Parce que finalement, même dans les références, on n'a pas tant que ça. Quels sont les vrais signaux qui viennent de tels objets? On se fait tous un peu notre base de données là-dessus, où on prend des notes, ah bah tiens, il y a du H-alpha sur ce truc-là, il n'y en a pas sur ce truc-là, qu'est-ce que c'est, pourquoi? Bon. Même avec des références, et les millions d'utilisateurs qu'on a sur Internet là-dessus, bah, se construire et trouver l'information n'est pas forcément évident là-dessus. Donc c'est toujours bien de se faire une petite référence et puis d'y revenir, quoi. Voilà. Donc en gros, l'idée, c'est de comprendre, installer, paramétrer son équipement, choisir une cible, préparer la prise de vue, situer, pointer. Pour faire ça, il faut connaître ces bases d'astronomie. Alors, les différentes disciplines. J'appelle ça discipline, d'autres appellent ça moyen 2, d'autres... Voilà, il y a plein de noms là-dessus, donc j'ai pris un peu une référence, vous me direz si elle vous convient, sinon vous prendrez celle que vous voulez. J'ai défini ça comme ça pour l'instant. On va dire que, voilà, discipline solaire, pointe le soleil, ok. Planétaire, on va aller chercher Mars, Saturne, Jupiter, par exemple. Paysage nocturne, pour se préparer à tout le monde. Cométaire, on va s'intéresser aux comètes, tout simplement. Ciel profond, et ciel profond en pause courte, parce qu'ils ont finalement, ce sont deux méthodes un peu différentes qui nécessitent des matériels et précautions différentes. Donc, quelque part, tout ça, ça va influencer ce qu'on va voir derrière ici. Et donc, ciel profond, en gros, c'est ce qui se passe. Normalement, il faut faire des longues pauses pour les avoir. C'est pas dans le système solaire, c'est à l'extérieur du système solaire, un peu plus loin. Donc, profond, dans ce sens-là. Tout ça, là, les différentes disciplines, elles vont impacter toutes les différentes focales à utiliser, les temps de pause qu'on va utiliser, le suivi, le guidage et la précision de guidage qu'on va avoir, qui va être nécessaire pour obtenir les images et les étoiles bien pointues comme il faut ou pas. Voilà. On va parler capteurs aussi, parce que les différents capteurs ne vont pas être les mêmes en fonction des différentes disciplines. Les filtres qu'on va utiliser. Et puis même par rapport au ciel, les contraintes ne sont pas les mêmes. Voilà. Quand on fait du planétaire, il faut un ciel super stable, par exemple. Quand on fait du ciel profond à grand champ, même si le ciel il bouge comme pas permis, on s'en fout, parce que finalement, quand on est vraiment à grand champ, ça reste sur le même pixel, le déplacement du ciel. Donc, en gros, tout est une question de compromis, et après, on va voir un petit peu les différentes contraintes en fonction d'eux. Typiquement ici, ce qui est assez sympa, on a une turbulence qui est assez élevée en montagne, mais on a une transparence certains soirs qui est assez fabuleuse. Vous avez tous vu des fois des étoiles que vous ne connaissiez pas, quoi. Mais je ne reconnais pas cette constellation ici, tellement il y a de petites étoiles qui apparaissent autour. Ça, c'est super pour le ciel profond. C'est une des caractéristiques, une des contraintes du ciel qui est bien, cette transparence. On va pouvoir aller faire du ciel profond ici, avec des super longues pauses, et on va pouvoir en tirer le maximum, par exemple.
Ensuite, en fonction des différentes disciplines, après c'est le point de vue de chacun, hein, ça ce n'est que mon avis, hein, mais on va avoir donc des équipements spécifiques, une méthodologie de prise de vue qui peut être adaptée différemment, et puis des processus et voire même des outils de traitement différents. Il y a des logiciels qui sont dédiés, par exemple, pour jouer sur le planétaire. Vous n'en ferez rien en ciel profond. Inversement, en planétaire, il y a des logiciels très très complexes de ciel profond qui vous donneront que dalle. Ça ne servira même pas à rien de les acheter, quoi, si vous faites que du planétaire. Voilà. Donc on va essayer de balayer un petit peu ça et de comprendre les différentes influences de ces différentes disciplines. Alors, on ne va pas tout lire à chaque fois, parce qu'il y en a beaucoup, des choses. La présentation, de toute façon, sera à votre disposition. Donc l'idée, c'est de prendre des exemples parmi ceux-là et de vous donner les bases. C'est-à-dire qu'après, ici, vous allez vous-même pouvoir aller creuser, comprendre un petit peu les différences. Typiquement, on va parler de choses assez opposées, comme ça, qu'on verra. Bonsoir. Et donc, typiquement, par exemple, on va parler un peu planétaire, et on va parler, grande nébuleuse. Voilà. Pour le planétaire, eh ben, on peut dire qu'il y a quelques spécificités naturelles assez classiques. Déjà, la planète, on la repère à l'œil. Je ne dis pas de repérer Uranus à l'œil, hein. Mais par contre, Saturne, Jupiter, le soir, vous ne pouvez pas les rater, hein. C'est très petit. Ça aura forcément une influence sur la focale, par exemple. C'est très lumineux, ce qui va peut-être avoir une influence sur la durée des pauses. Et puis, ça a un spectre variable en fonction de ce qu'on veut choper dans les planètes. On peut aller chercher, par exemple, sur Vénus, des ultraviolets. Sur Jupiter, les ultraviolets, ça ne donne pas grand-chose, quoi. D'accord? Donc, il faut s'adapter à chaque objet. À l'opposé de ça, par exemple, si on prend les grandes galaxies, les grandes nébuleuses, je dis à peu près voilà, 2 degrés d'arc, 3 degrés d'arc de taille, on va dire que le repérage, il ne se fait pas à l'œil, mais quand on commence à prendre des photos, c'est moyennement facile. Ça commence à être diffus. Il faut commencer à avoir un ciel un peu clair pour pouvoir voir un peu les nébuleuses apparaître, et ne serait-ce que cadrer correctement sa photo. On va avoir, par contre, il va falloir une focale plus grande, parce qu'elle est grande, la grande nébuleuse, par définition. C'est peu lumineux, on va peut-être poser plus longtemps. Et puis, on va avoir besoin de spectres spécifiques en fonction de sa nature. Typiquement, si elle émet de l'hydrogène ou de l'oxygène, on va pouvoir aller mettre des filtres pour aller choper ça. Voilà. Du coup, chaque discipline induit des besoins particuliers. J'ai essayé d'en lister quelques-uns là, vous en trouverez sans doute d'autres. Là, j'ai repéré, j'ai noté comme facteur typiquement le repérage, la taille, la luminosité, le spectre, et puis un mouvement relatif potentiel. On peut dire quoi? Plus le repérage est difficile, plus, mais ça influence des choses, hein. Donc première influence, plus il faut de précision dans le pointage. Si votre monture elle est à l'ouest, vous ratez l'objet, quoi. Plus d'assistance pour retrouver une cible perdue. Vous êtes là, vous êtes bien, vous êtes sur la planète, elle est centrée au milieu de votre petit capteur, et puis pouf, dans la nuit, le petit coup de coude, là, hop, paf, dans la caméra, il y a tout qui bouge, vous perdez la planète. Ah, comment vous la retrouvez? Ça peut être très long et très pénible. Donc c'est bien d'avoir une petite contre-mesure pour ça. En fonction de la taille, moins la taille est grande, plus il faut de focale. Et plus il faut de précision de suivi. Plus il faut que l'optique soit précise aussi. Donc en termes de formule adaptée, de diamètre de l'optique, on ne va pas prendre les mêmes choses. Plus la taille de l'objet est petit, plus il faut que la stabilité atmosphérique soit bonne, hein, plus c'est critique. Alors évidemment, quand on est sur une planète et qu'on a 9000 de focale, on grossit tellement que la moindre variation de l'atmosphère, la planète fait chewing-gum, quoi. Alors que quand on est sur un paysage nocturne, voir une étoile qui scintille, déjà, c'est compliqué, quoi. Donc on n'a pas de problème, en fait. On n'a pas ce problème-là. Spectre lumineux. C'est bien d'avoir un bon spectre, d'avoir la bonne caméra, etc. C'est une caméra qui est super sensible dans l'infrarouge. Ce que vous faites, c'est, je sais pas moi, un truc en UV. Ça ne vous sert à rien. Donc en gros, il faut bien adapter la caméra aussi, et son capteur. Il faut être sûr qu'au moins il capte ce que vous voulez voir. C'est aussi bête que ça. Puis après, les filtres qu'on va mettre devant doivent être adaptés à chaque planète, quoi. En infrarouge, on peut aller choper des trucs sympathiques sur Jupiter, par exemple. Bon, sur Vénus, je ne suis pas sûr, enfin, que les spécialistes me disent, mais voilà, il y a des différences notables. Pareil, la formule optique aussi de chaque instrument peut influer finalement sur le spectre lumineux. Typiquement, moi j'utilise pas mal de Schmidt-Cassegrain, mais c'est mauvais dans le bleu. J'ai une définition toute pourrie dans le bleu, avec le Schmidt-Cassegrain. Donc j'aurais pas de définition là-dedans, je le sais, c'est marqué dessus, quoi. D'accord? Faut l'assumer avec ça, quoi. Donc après, on monte en diamètre pour essayer de compenser un peu, mais on n'aura jamais la même définition que d'autres formules optiques, dans le bleu par exemple. C'est mort. Il faut le savoir. Dernière chose, le mouvement relatif de chaque objet. C'est-à-dire qu'en fonction du type de suivi.
Peut-être qu'on peut même être obligé de faire un suivi personnalisé. Vous avez tous mis un jour, peut-être, pointer vos instruments sur la Lune. Vous avez un suivi d'habitude du ciel profond qui est parfait, donc les étoiles ne bougent pas, puis la Lune se barre. Bah oui, elle a son mouvement propre. Vous courez après la Lune, et là vous avez, ah oui, sur la monture, il y a machin, suivi lunaire. Ah oui, c'est vrai. Tac. Bon, vous faites ça avec la Lune, ça va bien, c'est marqué dessus. Vous faites ça avec une comète. La comète, elle change de vitesse au fur et à mesure. Dans la même nuit, elle va changer 4 fois de vitesse. Enfin, en linéaire, elle change. Si elle est assez proche, elle se déplace vachement vite. Donc il va falloir mettre carrément quelque chose de personnalisé en type de suivi, ne serait-ce que pour garder la comète dans le champ. Donc voilà, ça influence. Si vous prenez le paysage nocturne, par la vache la nuit qui passe devant, il n'y a pas grand-chose qui bouge sur cet aspect-là, encore que. Après, c'est par rapport au sol que vous avez toute la voûte qui bouge. Donc, encore des influences particulières. Donc, toutes ces disciplines, on les catégorise un petit peu pour pouvoir leur dire, bah, tiens, cette discipline, il faudrait la faire avec tel matériel. Cette discipline, il faut plutôt ça. Et puis, heureusement, il y a quand même un peu de matériel en commun, quoi. C'est un petit peu ce que je vais essayer de montrer après. C'est l'adaptation, finalement, des différents matériels. Voilà. Choisir les différents types d'instruments, corrects en soi, et adaptés à chaque discipline, en fait. Et heureusement, il y a quelques points communs que je vais essayer de mettre en exergue. Typiquement, qu'est-ce que c'est qu'un instrument correct? Alors là, je vais faire du... Bref, il doit être fiable et de qualité. J'ai tout dit, j'ai rien dit. Donc on va voir pour chaque élément ce que ça veut dire. Il doit être adapté à la discipline et à la cible. C'est-à-dire que vous faites du ciel profond. Ouais, super. Bon, là, c'est une toute petite nébuleuse. Ah, c'est pas la même chose que de faire du ciel profond pour une énorme nébuleuse. Déjà, c'est pas les mêmes objets. C'est pas les mêmes instruments, il faut que ce soit adapté. Dans tout ça, dans tout le matériel, on prend, au début, on se dit, ouais, c'est tel télescope qu'il me faut, telle formule, tel machin, et tout. Bon. Et puis on se rend compte, en fait, c'est, à mon sens, que le plus important, c'est la monture. Il y a même un fabricant de montures, mais aussi d'optique, qui livre assez cher d'ailleurs, dont je ne citerai pas le nom, qui dit qu'est-ce qui est le plus important au monde? 1, la monture. 2, la monture. 3, la monture. Voilà. Et ils vendent des lunettes et des trucs de fou. Donc voilà. En gros, la monture, et moi je rajoute, et son autoguidage. Monture, c'est la partie physique. L'autoguidage va venir compléter la fonction de la monture. Pour moi, c'est intégré avec la monture. Bon, ok. On a une monture qui ne bouge pas trop. Deuxième chose, optique. Ah, on a une belle optique. Le signal rentre, on est content. Elle est réglée de travers. Bon, non. La monture et sa collimation. Avant-dernier point, finalement, l'imageur, le capteur. D'accord? En gros, une fois qu'on a une bonne monture, l'optique adaptée et le capteur, le reste, limite même les filtres, c'est intéressant, je ne vais pas en parler aujourd'hui, parce qu'on pourrait faire une présentation juste sur les filtres. Mais, quelque part, déjà là, on est bien parti. D'accord? Donc je vais aller creuser dans le détail un petit peu là sur ces aspects-là. Premier truc, la monture. Puis après, on verra les exemples, justement, de setup en courte focale, moyenne, grande focale pour le ciel profond, et en planétaire haute résolution, avec le matériel, et justement adapté avec les montures optiques et imageurs. Monture, premier rôle, compenser le mouvement de rotation de la Terre. C'est son seul rôle. Au départ, c'est ça. Vous pouvez prendre une monture, il y a zéro électronique, si elle est bonne. Merci Nicolas pour ton prêt. Tu l'allumes le truc, paf, il marche, il suit, il est nickel. Tout le reste, c'est du gadget. Alors c'est du gadget pratique, ça fait gagner des heures. Mais ça reste du gadget. La principale fonction de la monture, c'est de compenser le mouvement de rotation de la Terre. Tout le reste, on se peut se débrouiller autrement. Enjeu principal, c'est que le suivi, finalement, soit optimal. C'est-à-dire que pendant qu'on prend une photo, qu'en fait, l'objet ne se barre pas, quoi, parce que sinon, c'est plus de la photo, c'est du light painting, quoi. On est en train de faire des jolies étoiles, comme on dit, de toutes les couleurs, avec toutes les formes et tout. Alors pour ça, il faut quoi? Il faut que la monture ait une bonne mécanique, précise et fiable, ce qui n'est pas toujours le cas, ça peut être précis et pas fiable, et avec peu de jeu, parce que dès qu'il y a du vent, sinon ça fait du light painting tout de suite. C'est une top monture, machin, hyper cher, puis blablabla. Dès qu'il y a du vent, c'est mort. Et une monture, des fois, ça suit, et paf, un petit accro mécanique. Et là, c'est au milieu de votre photo, là. La photo, poubelle. Ah, photo, poubelle. Photo, poubelle. Donc une monture, une bonne monture, c'est pas une monture qui est top tout le temps. C'est une monture qui est correcte tout le temps. Et si elle est correcte, et même qu'elle dérive un peu, mais lentement, on arrive à le corriger. Autoguidage. Ça nécessite donc un mécanisme, des fois, de contre-réaction. Pour compenser les petits défauts mécaniques, il y en a toujours des défauts mécaniques. Une monture à 20 000 balles, elle a des défauts mécaniques.
Seulement celle à 20 000 balles, elle a le mécanisme de contre-réaction intégré. Souvent, vous entendez parler des encodeurs, des gros encodeurs. Des montures qui sont nativement avec, et du coup, ça s'auto-compense. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est mauvaise sur certaines parties, elle le détecte et elle s'auto-corrige. Et quand il n'y a pas ça, sur les montures humaines qu'on trouve voilà, entre 500 et 2000 euros à peu près, 2-3 000, il n'y a pas trop d'encodeurs, et donc ce qu'on fait tous, eh bien, on corrige ça, puisque ce n'est pas intégré à la monture, on le rajoute en option. C'est le fameux autoguidage. C'est fait pour dire à la monture, tu te trompes, c'est pas par là, c'est par là, tu t'es barré un peu trop par ici, par là, et on va envoyer des ordres de correction, tout ça pour compenser le mouvement de rotation de la Terre de manière le plus linéaire possible pendant la photo. Je passe sur le reste. Alors, monture et son autoguidage. Monture, on a plusieurs types. Alors, on ne va pas trop parler des montures alt azimutales, hein, gauche, droite, en haut, en bas, parce qu'en photo, c'est moche. C'est plutôt pour un usage visuel. On peut s'en sortir un peu en planétaire avec ça. Il y en a qui font du planétaire avec des Dobson même. Alors, pas à la main, hein, Dobson motorisé. Mais on a une rotation de champ au fur et à mesure. Je ne fais pas la mécanique céleste du truc, mais en gros, pour le ciel profond et pour la plupart des usages en astrophotographie, on tombe tous sur de la monture équatoriale, c'est pas par hasard. C'est le plus pratique et le plus facile pour démarrer. Donc pour moi, une des clés pour démarrer, c'est pas de se prendre une monture alt azimutale et de lutter avec. Hein. C'est de prendre une monture équatoriale allemande. Il y a des montures à berceau, plus chères, des alt azimutales qu'on met sur table équatoriale. Voilà, typiquement, c'est ce que fait Nicolas, hein, Nicolas Biver. Il met son Dobson sur une table équatoriale, motorisée, il suit un peu. Mais il y a des défauts de suivi, c'est pas parfait là-dessus non plus. Donc il ne peut pas faire des très longues pauses, et il ne peut pas le faire très longtemps. D'accord. Voilà, il y en a beaucoup qui travaillent là-dessus, mais ça marche un peu en planétaire ou en cométaire. Mais au-delà de ça, c'est compliqué. Donc retenez, si vous démarrez, vous achetez une monture plutôt équatoriale allemande. Alors je vous ai mis en bleu, vous verrez un peu partout des trucs un peu bleus comme ça. C'est mon avis et c'est mon conseil. Enfin, moi, ça fait 5 ans que je fais de l'astrophoto, enfin 4 ans plein pot. J'ai pas 30 ans derrière moi d'expérience. Par contre, les galères, je les ai eues. Donc je vous dis là, juste, tiens, ça c'est pas bon, ça c'est bon, bon. Mais ce n'est que mon avis, ça restera que mon avis. Les montures, point influent. Les montures, en gros, soit elles ont des encodeurs absolus, on en a parlé juste avant, professionnels, alors là, ils valent une blinde, c'est pas facile, enfin, en dessous de 7 000 euros, il n'y en a pas, hein, de montures qui contiennent des encodeurs absolus. Hein. La première qui contient ça, c'est le Q8 RH, et après, vous tombez chez les 10 microns et autres, comment dirais-je, et autres astrophysics, par exemple. Il y en a plein qui ont des encodeurs pas pro, ça ne donne rien, quoi, ça ne corrige pas. Alors, entraînement de la monture. S'il n'y a que des engrenages, c'est compliqué. Monture chinoise, pas chère, engrenage, bah, ça marche moins bien. Donc, ce qu'ils ont fait maintenant, c'est qu'il y a engrenage et courroie. Ça lisse un peu plus l'erreur périodique, ça évite qu'au milieu de la photo, il y a un gros à-coup, quoi. Ça le lisse un peu. Donc, ça vous permet de le corriger avec l'autoguidage pour le rattraper, pour ne pas jeter votre photo, quoi. Courroie, ça marche. Il y a des montures à courroie italiennes. On est dans les 5 à 7 000 euros, par exemple, de mémoire, chez Avalon, par exemple, où on a des montures à courroie qui marchent très très bien. Par contre, elles dérivent comme une folle, et elles repartent dans l'autre sens et tout. Il faut les autoguider. Par contre, elles s'autoguident à la perfection. C'est super. Mais si vous ne l'autoguidez pas, le machin, c'est une horreur, quoi. Comme d'hab, compromis, on s'adapte. Ou alors, il faut y aller. Gamme de charge de la monture. On se retrouve avec plein de types de montures différentes. De la petite monture de tracker de voyage, bah, du coup que Nicolas va pouvoir nous montrer à l'atelier demain soir. Monture de voyage toute simple, qui permet de porter des petites lunettes. Petite monture qui fait jusqu'à 13 kg, on parle des EQ5 par exemple. Petite monture moyenne qui porte en fonction des modèles de 16 à 25 kg. Ça c'est pas mal, ça porte un petit peu tout, c'est ce que je conseille moi. C'est-à-dire qu'en gros ça peut porter jusqu'à un C11, permet de faire du planétaire avec ça, par exemple. Et puis, ou un Newton de 250, un Richer Chrétien de 10 pouces. Donc, en gros, des trucs qui permettent déjà d'aller bien détailler dans le ciel profond et de porter toutes les lunettes qui sont en dessous de 120, quoi. 120 et en dessous. Ça porte. Donc, en gros, vous achetez ce truc-là, vous n'êtes plus embêté, quoi. Hein, vous commencez avec une petite lunette, puis vous montez, jusqu'au C11, ça tient. Puis, si vous achetez plus gros, bah, de toute façon, vous aurez sans doute une monture lourde et vous gardez la petite pour faire le reste. Donc, mon conseil, c'est, s'il y en a une à prendre, c'est celle-là. C'est pas ce que j'ai fait au début, et c'était une bêtise. J'ai pris plus lourd et plus mauvais, et c'était une très mauvaise idée.
Voilà. Après, on parle de monture d'observatoire qui porte plus de 50 kg. La monture elle-même, elle fait déjà dans les 40. Il faut l'installer. C'est pas pour sortir tous les week-ends, quoi, hein. Là, c'est pour rester à demeure. Alors, bon, j'ai déjà abordé un petit peu tout ça, je vais passer un petit peu. L'optique. Alors, quels sont ces effets? Les effets des différentes caractéristiques de l'optique. Première caractéristique d'une optique qu'on entend, ça peut être la focale. Tiens, voilà, machin. Quand on est dans les objectifs photo, on entend souvent parler de 35 mm, 50 mm. Voilà, c'est à peu près l'œil humain, c'est à peu près 50 mm de focale, pour faire simple. D'accord? Vous mettez comme ça, là, c'est 50 mm. Donc après, 100 mm, ben, hop, tac, vous divisez en deux le champ et vous zoomez par deux. On va dire ça comme ça. Donc quand vous montez en focale, 200 mm, ah, ça devient sympa. Tiens, on peut faire des choses, 1000, 2000, 4000, 10 000, et on commence à voir que finalement on zoome sur pas grand chose. Et en planétaire, on est à 10 000 par exemple. Là. Donc on voit vraiment par rapport à 50 mm, le champ est vachement restreint et c'est important. En gros, la focale, ça contribue au grandissement. D'accord? Certains disent grossissement, mais c'est pas exact comme terme, donc on préfère le terme de grandissement. Et par contre, plus on grandit comme ça, ben plus on va chercher et on étire un petit peu ce qu'on voit. Donc on va dire que le flux lumineux, on l'étire pour prendre que la partie qui nous intéresse. Et du coup, on diminue d'autant la lumière qu'on reçoit. Alors, vous prenez un objectif du même diamètre, mais qui a une focale courte, il va recevoir plein de lumière, mais il ne grossit pas. Vous prenez la même chose avec une grande focale, il va perdre énormément de lumière, mais il va zoomer comme un fou. Compromis. Ça va dépendre des usages. Les outils sont adaptés pour une chose ou pour l'autre. Deuxième chose, le diamètre. Alors, c'est assez rigolo. En diamètre, ce qui est intéressant, c'est que plus on a de diamètre, plus finalement on va réussir à résoudre, à avoir de définition par rapport aux objets qu'on regarde. Typiquement, historiquement, c'était tiens, pour séparer deux étoiles doubles, est-ce que c'est un gros pâté simple ou est-ce que j'arrive à distinguer deux étoiles? Et bien, plus on a de diamètre, plus on constate qu'on arrive à séparer et à distinguer les deux étoiles. Pour nous, tous les jours, sur les photos, on aura plus de détails, quoi. C'est aussi simple que ça. Après, le diamètre, ça veut dire des sous, ça veut dire aussi de l'encombrement, ça a d'autres impacts. Le diamètre, c'est important aussi pour le puits de lumière. Si jamais on se dit, ok, je prends une petite focale, donc je ne grossis pas beaucoup, mais j'ai un gros diamètre, et bien là, je vais capter plein de lumière, je vais donc avoir quelque chose qui va arriver assez rapidement, mais je ne peux pas imaginer du petit, je peux imaginer du grand. Voilà, donc il y a des optiques qui sont faites bien pour ça. Dernière chose, ben, finalement, c'est le ratio entre les deux. En gros, quand on a le ratio focal sur diamètre, on appelle ça aussi le rapport F sur D, ou simplement l'ouverture, et ben ça induit finalement de ce calcul-là la quantité de lumière qui est perçue par le capteur. Donc en gros, si on vous dit, ouais, moi j'ai une optique à F4, ah oui, vous savez qu'il faut tant de temps, quel que soit votre focal, il faut tant de temps pour imager correctement quelque chose. Ah, si c'est F11, bah 4, d'accord, F4, F8, x2, F8, F11, x2. Donc x2, x2, x4. Donc il faut avoir 4 fois plus de temps. Non, il y a 5, 6 au milieu en plus. Donc 2, 4, 8. Il faut 8 fois plus de temps à F11 qu'à F4 pour pouvoir imager la même chose avec la même quantité de lumière reçue. D'accord? Alors, sur l'atelier instrument qu'on verra donc, ensemble la journée demain après-midi, si vous êtes dispo à 15h, on verra des choses donc, avec un diamètre de 70 mm et 200 de focale, objectif d'appareil photo f2.8, quoi, tout bête, jusqu'à finalement du C14 avec 4000 de focale et 355 de diamètre. Voilà, à peu près ce qu'on a comme gamme d'optique astrophotographique à montrer. D'accord? En poussant un peu le C14 avec le train optique qui est derrière, on monte à f27.5, ça commence à faire pas beaucoup de lumière qui rentre. Par contre, ça zoome beaucoup puisqu'on est quasi à 10 000 mm de focale. D'accord? Et donc, on a pas mal d'instruments à vous montrer sur les différents types d'usages. Voilà. Alors, l'optique, il faut qu'elle soit adaptée, et il faut qu'elle soit adaptée à faire de la photo. Il y a des optiques qui soient, alors je vais passer un peu là-dessus, optique photographique, il faut qu'elle soit corrigée. Qu'est-ce que c'est qu'une optique corrigée, pas corrigée? Vous avez sans doute remarqué que dans pas mal de télescopes, typiquement dans les Newton ou les Dobson, donc les Newton posés par terre, dans lesquels vous regardez le soir, le centre il est bon, les étoiles sur les coins elles sont pas terribles. Il faut remettre l'objet au centre pour le voir bien. Ah oui, parce qu'en fait la formule optique de Newton, comme toutes les autres d'ailleurs, a des défauts. Donc c'est très bon au centre et un peu mauvais sur les bords. Quand on fait de la photo, c'est un peu pénible d'avoir un truc net au milieu de notre photo, puis tout le reste tout autour, quoi. Ce qu'on attend, c'est un champ correct partout. Donc, on prend des optiques corrigées. Sur certains Newton, c'est pas facile de corriger, parce qu'ils ne sont pas dessinés pour.
Donc il y a des astrographes qui sont faits qui permettent d'avoir, on va dire, une construction optique et mécanique, qui vous permettent de mettre des bons correcteurs au bon endroit, et du coup d'être plus adapté pour la photo. D'accord? Donc voilà. Si elle est corrigée nativement, c'est pas mal. Vous achetez le truc, il est déjà dedans, c'est déjà réglé. Voilà. Typiquement, une petite lunette. Hein. Une petite lunette bien corrigée, c'est mon conseil. Ça permet d'être d'emblée correct sans se poser cette question-là. Il y a déjà d'autres problèmes à résoudre. Si vous pouvez vous simplifier celui-là, celui des différents réglages, et notamment de la collimation, ce sera fait. Collimation, c'est important. Vous avez une super optique, vous avez payé ça, allez, je dis n'importe quoi, vous prenez un C14. C14, il vaut 10 000 balles. Quoi. Vous mettez 10 000 € dans un beau truc et tout, vous êtes tout content, vous mettez ça sur votre monture, ça tient, vous réglez tout et tout, vous avez une image dégueulasse. Ah oui, il est collimaté quand il part de l'usine. Peut-être. Il y a du bol, il est collimaté. Si, pas, voilà. Puis il est serré comme ci, comme ça, on ne sait pas. Il arrive chez vous, il a fait le camion, blablabla, la voiture, blablabla, vous l'avez ressorti, blablabla, le machin il a bougé de partout. Vous le posez, vous regardez, si jamais vous faites une mise au point fine et vous savez regarder comment on collimate, le machin il est à l'ouest, hein, donc il faut tout régler. Et quand on débute, commencez avec le tournevis devant la lame, là, de nuit, c'est sur l'escabeau, là, tiens, attends, je suis en train de mettre un coup de tournevis au milieu de mon truc à 10 000 balles, tout le monde ne le fait pas du premier coup, quoi. En général, on attend vraiment que les copains nous y poussent. Hein. Je parle d'expérience là-dessus. Moi, il m'a fallu 2 ans pour collimater mon séance. Au début, oula, j'y touche pas. Et en fait, une fois qu'on a touché, on a dit, putain, j'ai perdu 2 ans, quoi. Donc là, faites pas celle-là. Faites pas cette bêtise-là. En gros, regardez ce que ça donne. Là, il y a le fameux Thierry Legault qui nous a sorti cette petite explication que je trouve fabuleuse, donc je la remets à chaque fois. Là, c'est une étoile. Elle est parfaite, telle que l'optique peut l'avoir. Donc on voit que de toute façon, il y a déjà une petite déformation, il y a un petit anneau autour. Fameuse figure d'Herry, pour ceux qui connaissent. Et puis voilà, quand c'est pas collimaté, ça donne ça. Donc en gros, vous achetez un super télescope, là c'est le même, hein, c'est la même optique. Hein. Vous regardez Jupiter, c'est tout flou, ah, vous collimatez le truc, tiens, ah, bon, on voit les bandes là, et puis on voit la division de Cassini, tiens, Jupiter pareil, on voit les bandes. Sur Mars, on voit des détails, et sur la Lune, bah, tiens, les cratères, ils apparaissent, alors que là, c'est flou comme pas permis. Quoi. Ça, vous avez payé le même prix. Hein. Donc là, vous avez un truc, allez, 10 000 balles, il est rendu à la même qualité que la petite... en gros, que l'optique du petit voisin qui a acheté le truc chez Nature et Découverte, quoi. Donc, bon, ça fait mal un peu. Donc, n'hésitez pas, la collim, c'est hyper important. Et s'embêter à faire la collim, ça prend du temps. Mais par contre, quand le ciel s'y prête, ça vous rapporte des choses intéressantes quand même. On arrive à faire des belles images. Voilà. J'insiste un peu là-dessus. Le reste, on va s'en passer un peu là. Mais ça, c'est hors turbulence, non? Parce que la turbulence, ça donne un peu le même effet. Même si la collimation est bonne, on a le même résultat. C'est une question de cumuler les problèmes, en fait. D'accord ? Tu commences avec une monture qui se barre, de toute façon, le machin, tu n'as même plus la planète dans le truc. Donc, voilà. Dans l'ordre, ok, ça y est, on a la planète, elle reste. On est sauvé. On l'a trouvée déjà. On arrive à la trouver, elle est calée, et quand on commence à imager, elle ne se barre pas. Déjà, on est pas mal là. Parce que la planète a 10 000 de focale, pour qu'elle reste dans le truc, c'est pas évident. Hein. Mais rien, facile à dire, à faire, poète. Moi, j'ai passé 4 heures hier soir hein, pour régler le truc, pour qu'elle reste dans le truc. Hein. Donc, c'est pas neutre hein, quand même. Paysage nocturne, c'est plus facile. Hein. Fais gaffe. Ah oui, tiens, attends. C'est bon, je suis réglé. C'est pas pareil. Donc, chaque discipline a vraiment ses contraintes. Alors là, on peut parler un peu formule optique. Voilà ce que j'ai compris, moi, un peu des formules optiques, ce qu'elles permettent, ce qu'elles ne permettent pas. Je ne vais pas vous faire l'affront de lire ça là maintenant. Hein. De toute façon, de le retenir, ça ne va pas vous parler tout de suite. On peut dire, par exemple, les lunettes, c'est ce que je conseille pour commencer. C'est pratique, c'est facile d'usage. Il n'y a pas trop de réglages complexes. Si le machin il est déréglé, de toute façon, il repart à l'usine. C'est pas vous qui allez le régler. Donc ça, c'est fait. Ça a un bon contraste. Et on trouve des petites lunettes avec des optiques correctes. Il y a des fois, des Newton, bah, ouais, ils sont là, ils sont pas bons, ça dépend. Ou il y a certains types d'optiques qu'on vous vend cher et qui ne sont pas terribles. Donc voilà. Là, on trouve quand même maintenant des optiques correctes disponibles. Typiquement, ce que je dis, une petite lunette correcte, ça peut être un triplet avec un correcteur. Là, on arrive quand même à avoir une bonne définition. Il y a quelques doublés qui s'en sortent. Mais typiquement, les triplés marchent mieux. Tout ce qui est TOA, par exemple, ça vous parle pour certains qui en ont, ça marche bien. Un quadruplé Petzval, par exemple. Qu'est-ce que c'est ce truc quadruplé Petzval? Il y a 4 lentilles, le machin il est corrigé d'emblée, il faut juste savoir ça. Donc il y a des petites choses qui sortent, même chez Svo maintenant, ou chez Ascar par exemple, qui font des trucs sympas. Puis après, chez les esprits, chez Skywatcher aussi, je crois, font des triplés avec des bons correcteurs. Takahashi, les FSQ par exemple, c'est du quadruplé Petzval. Vous tombez sur une FSQ 85 d'occasion, c'est pas donné, enfin ça vaut le coup. FSQ 85, si. FSQ d'occasion, oui, voilà. Et vous la trouvez, vous m'appelez d'abord, vous me dites.
Non, il faut l'acheter au mec avant qu'il la vende. C'est compliqué, il faut avoir des potes partout après. En gros, pareil pour le FSQ 106, ça se trouve. Alors, évidemment, là, ça se trouve un peu plus, parce que bon, il faut mettre 6-7 000 balles d'emblée, ça commence ou 5 000 d'occasion, bon, pour commencer, ça fait un peu mal. Mais le machin, vous le gardez à vie, quoi. Ça bouge pas. Voilà. Bon, je ne rentre pas dans les autres optiques, hein, je vous laisserai la présentation pour regarder, et puis ça, c'est pareil, ce n'est que mon interprétation. En gros, qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'optique? Quoi qu'on vous vende, comptez à peine sur 2/3 du champ annoncé. Hein. C'est-à-dire, ok, la partie corrigée, c'est le milieu, quoi. Donc si jamais vous avez une petite lunette sympa, vous dites, ok, elle est faite pour corriger le full frame, en gros, pour prendre un capteur grand format, très bien. Si vous avez le moyen de prendre un full frame, pourquoi pas, allez-y, ça peut être rigolo. Si vous n'avez pas, vous prenez la PSC, c'est le format juste en dessous hein, de capteur, et vous allez utiliser le centre de la lentille. Donc là où on vous ment le moins, quelque part. On va le dire comme ça. D'accord? Donc là, vous êtes pas mal. Vous voulez tout faire. Là, vous êtes, allez, voilà, vous avez des sous, je suis à la retraite, ou voilà, je me dis, tiens, je veux me faire plaisir, je veux tout faire en astrophotographie. OK? Ben, avec ça, ça suffit. Un petit objectif photo grand angle, vous avez peut-être ça dans un placard déjà. Un objectif photo un peu plus, voilà, qui fait entre 100 et 200 mm de focale. Pas mal qu'on des petits zooms, voilà, 135 ou des choses comme ça. Ça marche bien aussi. Une lunette ou un newton de focale entre 500 et 1000. Alors, on comprend, hein, autour de 500 mm, c'est sympa pour certains objets, quoi. Donc là, on va faire du ciel profond. Tous les gros trucs du ciel profond, sur une petite monture, c'est bien. Enfin, le Newton me fera augmenter un peu plus en monture. Et du coup, on va utiliser la même pour le Newton que pour le Schmitt casse-grain. Un petit Schmitt casse-grain corrigé. Alors pour ceux à qui ça parle, c'est les Stron C11, C9, un truc comme ça par exemple, ou les Mi de 10, 12 pouces. Corrigé, il faut que ce soit corrigé. S'il n'est pas corrigé, c'est tout pourri dès les premiers 10% du centre. Hein. Je l'ai fait aussi, celle-là. Ah, c'est les Stron, machin. Edge HD, c'est vraiment les étoiles sur les bords. Non, Edge HD, il est corrigé du milieu au bord. Le reste, il y a 10%. Il faut les collimater au centre. Exactement. Voilà, tu as 10% de net au milieu. Si en plus il est collimaté à l'ouest, tu n'as rien de net. Quoi. Le machin, tu as un truc grand comme ça, tu vas payer 2000 balles et tu n'en fais rien. C'est horrible. Je sais, j'ai fait. Donc, en gros, voilà. Donc, il faut vraiment bien les collimater et il ne faut pas se dire, je vais faire de la photo, plein cadre, grand champ, avec un C11 non HD. Non. Il faut mettre un correcteur derrière qui réduit le champ, qui induit des problèmes après quand on veut le... Bah, voilà. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez en acheter un, il vaut mieux acheter un C925 Edge HD pour faire de la photo qu'un C11 normal, ou même un C14 normal. Sauf pour le planétaire. Ah oui, c'est vrai, les disciplines. Ouais. D'accord? Donc là, vous prenez un Schmitt casse-grain corrigé 9 ou 11 pouces. J'en ai un comme ça, là, 11 pouces. Ce truc-là, vous faites les planètes bien avec, et vous faites tout le reste du ciel profond, toutes les petites nébuleuses, etc., tous les petits trucs. Une lunette derrière, voilà, vous avez tout fait. Et puis si vous voulez vraiment, une petite lunette solaire, et là, vous avez la totale. Alors, on a déjà parlé monture, optique, on va parler un peu imageur. Le capteur. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on a? Les vénérables appareils photo numériques, même super modernes, ça marche très bien avec des contraintes. On a aussi, je vais y arriver, caméra astroplanétaire. Vous voyez les petits machins comme ça, des fois tout petits, vous avez un gros télescope, il y a un tout petit machin rouge derrière, là, voilà, ou bleu, enfin un tout petit truc. Ça suffit, c'est la caméra pour faire du planétaire. Après, vous avez des gros machins derrière aussi, refroidis, font du bruit et tout. Pouf, voilà, caméra astronomique refroidie. Et des fois, on a même la roue à filtre qui est incluse dedans. Vous voyez ces gros blocs là. Avant, c'était des CCD, ça. Ouais, et on trouve maintenant des CMOS dedans. Alors, je ne sais pas si CCD, CMOS, ça vous parle. C'est une technologie de capteur différente. Je ne rentre pas trop dans les détails parce qu'en fait, de nos jours, les CMOS ont rattrapé un peu les défauts et leurs défauts à eux et les défauts même des CCD. Et du coup, en gros, voilà, l'avenir il est plutôt là maintenant. C'est plus la peine trop d'investir dans une CMOS si vous démarrez. Une CCD, pardon. C'est très vrai. Ok. Et on va regarder un peu ces différents types d'instruments, là, les trois qu'il y a là, on va les retrouver dans notre atelier après. Alors, l'imageur a ses propres caractéristiques. Typiquement, les caractéristiques principales sont la sensibilité. Donc il faut en gros que le capteur soit sensible à ce que vous voulez voir et qu'il soit sensible en soi. C'est-à-dire, il y a des capteurs, il faut 2 ou 3 fois plus de temps pour faire la même image que d'autres.
Donc c'est quand même sympa d'aller assez loin, quoi. En gros, je vous le dis ici, premier conseil, suivez les évolutions des capteurs, la techno elle avance. Donc la bonne affaire de la caméra qui a 10 ans, ça peut le faire dans certains compromis. Il faut connaître le truc pour pas rater quelque chose quelque part. C'est pas pour se faire avoir, parce que c'est pas le sujet. C'est plus pour trouver le compromis qui correspond à votre pratique et à la discipline que vous visez. Voilà. Typiquement, deuxième chose, il faut qu'il y ait un faible bruit de lecture. Qu'est-ce que c'est le bruit de lecture? Je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais en gros, vous prenez une photo, il y a des capteurs qui vous rendent plus ou moins de pixels un peu bizarres au milieu, quoi. Voilà. Donc certains sont meilleurs que d'autres. Troisième chose, le bruit thermique. Certains capteurs ont, quand ils chauffent simplement, quand ils sont en fonction, ils vous mettent une petite zone un petit peu plus lumineuse dans un coin du capteur. Et ça, à corriger, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pénible. C'est un gradient sur la photo, après vous dites pourquoi il y a une zone claire là et pas là. Donc ça, c'est un peu pénible, il faut éviter ces capteurs-là. Tous les capteurs modernes qui sortent là ne font plus ça. Donc prenez bien ceux qui disent, et qui s'en vantent, je n'ai pas d'amp glow. Ils ne vont pas vous parler de luminescence, ils vont mettre amp glow partout. Voilà. Dernière chose, la vitesse d'acquisition. Voilà. Vitesse d'acquisition et résolution. Attends, j'étais peut-être avant là. Oui, vitesse d'acquisition ici. En rouge là. Donc voilà, il y a des capteurs comme ça, là, j'ai mis un petit Z6 par exemple, là, de chez Nikon. Ce truc-là, il n'a même pas de miroir, hein. C'est un mirrorless. Ça permet de prendre des photos quand même à 19 images secondes. C'est pas mal. En planétaire, c'est ridicule. D'accord? La caméra qu'elle a en planétaire, là, elle est à 40 déjà. Déjà, c'est bon. Voilà. Hier soir, ce qu'on a fait, c'est qu'on prenait qu'un tout petit bout du centre pour essayer d'atteindre les 50 ou 100 images secondes, quoi. 100 images secondes. Je croyais qu'on faisait de la pose longue. Ah non. Ça dépend de la discipline. Okay, donc en gros, il faut une vitesse d'acquisition et de transfert, parce qu'il faut récupérer l'image. Il faut que l'équipement derrière suive pour capter tout ça. Il faut un ordinateur derrière pour aller absorber ce flux numérique aussi. Parce que sinon, si vous êtes coupé là, une super caméra, puis derrière, le machin il rame, vous avez 2 images secondes, c'est pas terrible en planétaire. D'accord? Donc il faut vraiment la vitesse de transfert adaptée à la discipline aussi. Caractéristique importante, la résolution. Il y a des caméras, voilà, il y a quasiment 10 000 sur 6 000 pixels, quoi. Donc là, on a une définition de fou sur du ciel profond. On arrive à aller chercher des détails dans des nébuleuses assez sympathiques. Sur du planétaire, on a des tout petits objets, donc il faut avoir une définition plus faible, mais des pixels plus petits. Voilà, la taille des pixels va être différente. Typiquement, là, les pixels de 2,9 microns. Alors que, voilà, sur un Nikon Z6, ils sont déjà à 5, enfin, quasiment 6 microns, quoi. Donc là, on est 6, là, 3. Donc en gros, le pixel, il est en surface 4 fois plus petit. Donc on va avoir 4 fois plus de détails possibles. Mais forcément, il va capter 4 fois moins de lumière. C'est toujours un compromis. Voilà. Bon, après, autre caractéristique intéressante, on va dire, le refroidissement. De ces 3 éléments, il n'y a que cette caméra en bas qui refroidit. J'ai fait un test il n'y a pas longtemps, fortuit d'ailleurs. J'ai oublié de mettre ma caméra en route et elle a fait des images, une image de 10 minutes, comme je fais d'habitude sur du ciel profond, et à 26 degrés. Je m'en suis rendu compte, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai démarré, voilà. 10 minutes après, paf, mon truc était descendu à moins 15. Donc j'ai du 26 et du moins 15. Il n'y a pas photo. Hein. Il y a la moitié des extensions de la nébuleuse que j'étais en train de faire qui ont disparu à 26 degrés. D'accord? Donc les DSLR, les appareils photo, ça suffit, c'est génial pour la nébuleuse. Oui, si vous voulez que la nébuleuse et les extensions, vous ne les avez pas. Ça. Rien que parce qu'elle n'est pas refroidie. Le plus drôle, c'est que cette caméra-là, j'ai pris ce modèle c'est pas marqué là, que j'utilise, c'est la ASI 6200 mm. Ce machin-là, c'est un capteur d'appareil photo Sony A7R4. Donc c'est pas une question de qualité, hein, qu'on se comprenne bien. Ils sont top les appareils photo. J'en ai plein, je fais la photo animalière, j'ai plein d'appareils photo. J'ai quand même acheté les caméras, comment dirais-je, les caméras astronomiques, notamment parce qu'elles ont des caractéristiques précises. Et celle-là, notamment parce qu'elle est refroidie. Elle a réussi à descendre à 35 degrés en dessous de la température actuelle. En hiver, il fait des degrés, paf, vous vous retrouvez à moins 25, tranquille. Et à chaque fois que vous descendez de 5 à 6 degrés, on va dire, vous divisez par 2 le bruit. 30 degrés, quoi. 5, 10, 15, 20, 30, 35 degrés. 7 fois, à chaque fois, je divise par 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Par rapport au signal du bruit de fond, vous multipliez par 128 la précision de tout ce qui vous intéresse, les petites extensions des nébuleuses.
C'est vraiment pas neutre. Hein. Donc, mon conseil, si vous voulez aller chercher une nébuleuse, ça c'est sympa pour démarrer. Si vous l'avez, achetez un truc comme ça, même diffiltré, ben vous perdez, en gros, vous perdez 130 fois le signal dans le bruit de fond. Donc là-dessus, même si on l'entend beaucoup, perso, j'irai pas. Pourtant, des trucs comme ça, j'en ai un paquet. Hein. Donc c'est vraiment pas pour dire, tiens, j'ai choisi ça et c'est mon choix. J'ai été obligé, entre guillemets, d'accepter que ça, c'était mieux que les trucs que j'avais. Capteur couleur, capteur noir et blanc, je pense qu'on ne va pas rentrer là-dedans parce que ça va prendre un petit peu trop de temps. Sachez juste que, de toute façon, un capteur couleur, ce n'est qu'un capteur noir et blanc, avec des filtres devant. Il y a un filtre voilà, avec une petite matrice comme ça, qui s'appelle la matrice de Bayer, avec finalement 4 couleurs derrière. Et en plus, les couleurs qui sont choisies, c'était des couleurs pour prendre des photos de nature. Et les photos de nature, il y a beaucoup de vert. Dans le ciel, le vert, part sur les comètes, vous me dites où vous en trouvez, quoi. Moi, j'en vois pas. Hein. Donc en gros, on utilise la moitié du capteur, quoi. C'est quand même pénible. Mais ça permet de faire des choses sympas. Pour faire simple, quand on utilise un imageur couleur, on va perdre en résolution. Voilà. Comme on a les petits filtres, on perd 66% du signal reçu. Voilà. S'il y a un machin qui est blanc, on verra que la partie rouge, donc le bleu et le vert vont être perdus, et donc on n'a qu'un tiers du signal qui rentre. Bon, donc en gros, ça veut dire qu'on a 3 fois le temps d'exposition à mettre, que la sensibilité est divisée par 3. Alors on lutte pour gagner 10% sur les caméras, et après, pouf, on divise par 3. Il faut vraiment être conscient, le capteur couleur, il prend cher. Mais, chaque image porte une information de couleur. Vous faites une image de comète. Elle se déplace. Alors faire blanc, rouge, vert, bleu, blanc, rouge, vert, bleu, puis voir le truc clignoter, bon, c'est... Après, le traitement, il est encore plus pénible, quoi. Alors que là, vous avez un capteur couleur, vous imaginez un peu plus longtemps, vous lui dites, bon, je ne compte pas sur la définition des 4 pixels, parce qu'en réalité, ça en fait qu'un. 4 pixels, vert, bleu, rouge. Bon. Donc en réalité, la définition, elle est plutôt... La résolution, elle est divisée à peu près par 1,5. Si les algorithmes, vous voyez, ça arrive à faire quelque chose de correct. Ils mesurent ça, ils transforment en ça. C'est pas aussi dégueu que ça pourrait l'être, quoi. Donc grâce à l'algorithme, on perd en définition, en gros, que on récupère la moitié de la perte. On va dire, au lieu de diviser par 4, là, on divise par 1,5. Bon. C'est pratique, par exemple, pour les comètes, ou pour faire en une fois. Ça permet notamment aussi de ne faire qu'un traitement. Il n'y a pas de réassemblage des couleurs et d'équilibrage entre les couches à faire. Et de prendre 3 fois les couches, quoi. Tiens, une fois en blanc, une fois en rouge, une fois en vert, une fois en bleu. Là, on prend tout d'un coup. On le fait 4 fois plus longtemps, c'est à peu près le temps que ça prend avec les 4 filtres à passer de toute façon. Mais on sacrifie la résolution. Il faut le savoir. Donc du coup, une caméra couleur petit pixel passera bien, là où une caméra monochrome gros pixel donnera à peu près la même définition. C'est compromis. Voilà. Du coup, alors si on fait un petit récapitulatif, un appareil photo numérique classique, il y a du bruit. La taille du capteur, donc le champ vu, c'est assez large en gros. Hein, un appareil photo en général, c'est au moins un APS-C, un demi-plein format. En gros, un PSC, c'est ce qu'on a tous dans les appareils standards qu'on achète, sauf quand on commence à prendre les plus gros, qui sont eux, plein format ou full frame. Donc on a un angle assez gros. La vitesse, clic, 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 c'est pas terrible, hein, c'est pas 100 images secondes. Donc je vais mettre moins pour la vitesse. La taille des pixels habituels, c'est entre moyen et gros, ça dépend des modèles. La sensibilité aux nébuleuses sur un appareil numérique non défiltré, c'est que dalle. Ça perd 75 à 80%. Parce qu'en plus, ils ont un filtre devant. Pour pas qu'on ait les infrarouges qui viennent gêner. Parce que sinon, en lumière du jour, ça fait des photos un peu rougeâtres, c'est pas terrible. Donc ils filtrent, en plus du filtre de Bayer. Hein. Il y a un filtre supplémentaire qui élimine. Et sur les Nikon comme Canon, en gros, on perd entre 66 et 75%. C'est dommage, c'est pile poil dans le rouge. Et le rouge, c'est quoi? Le soufre, l'hydrogène. Il y a 2 des 3 trucs intéressants qui s'en vont déjà. Donc en gros, c'est pas terrible là-dessus pour les nébuleuses. Donc ce qu'on conseille, c'est au moins de faire défiltrer son appareil. Même caractéristique, mais au moins on récupère un peu de sensibilité dans les nébuleuses. Après, on a les caméras planétaires, couleur et monochrome. Là, il y a du bruit, elle est pas refroidie toujours. Hein. Mais on s'en fout, elle va très vite. On prend les pixels sont tout petits, donc ça donne plein de définitions. J'ai pas entendu parler de quelqu'un qui a dit... Non, il n'y a pas eu de... alors, couleur ou monochrome, on va avoir plus de sensibilité, évidemment, dans les caméras planétaires monochromes, dans les sensibilités aux nébuleuses. On dit, pour le planétaire, on s'en fout.
Ouais, mais c'est dommage, parce que du coup, on pourrait utiliser la petite caméra planétaire pour faire de la pose courte. Ciel profond, pose courte. Pour les nébuleuses très brillantes. Ah, on va utiliser des petites caméras, super rapides. Il y a plein de signaux qui arrivent, pourquoi pas. Donc c'est intéressant d'avoir une caméra planétaire monochrome, par exemple, pour aller choper, avec des filtres particuliers, des petits détails dans les nébuleuses. Pour les petites nébuleuses. Petites, comme le planète, petites, lumineux, on se retrouve, on se rejoint un petit peu là. Dernière chose, caméra refroidie couleur. Ben, pas de bruit, refroidi. On a vu, hein, ça divise par 130 le truc, donc là c'est bâché. Taille du capteur, ben, ça dépend du prix que vous voulez mettre dans la caméra, ça peut être de moyen à assez gros. Vitesse, alors ça par contre, vitesse, ça peut être en pleine définition, la mienne elle fait 2 images secondes. Bon, je m'en fous, parce que de toute façon, une image, je prends une image tous les 10 minutes. Donc, compromis. En planétaire, sur la Lune, c'est pénible, quoi. Parce que j'ai envie de la faire toute d'un coup, parce qu'il y a tout qui rentre. Puis finalement, tu fais 2 images secondes. Quoi. Bon, c'est pas adapté, quoi. Compromis. Donc vitesse, pas terrible. Par contre, les pixels sont... Moi, j'ai pris des pixels moyens, donc il y a un peu de définition. Et c'est bien sensible aux nébuleuses, etc. Parce que du coup, c'est filtré en rien, quoi. Il y a le capteur monochrome, il reçoit tout, pleine balle. Donc en fonction, vous voyez, de l'imageur qu'on a pris, de ce qu'on a mis comme optique devant, on va avoir après, sur une bonne monture, des choses qui vont venir s'adapter aux différents, comment dirais-je, aux différents besoins qui sont induits par les différentes disciplines. Voilà. On a fait le gros du sujet, quoi. D'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment les différences et les adaptations entre les disciplines et le matériel qu'il faut mettre en œuvre, en fait. Alors bon, voilà, je vais pas tout. Il y a un petit résumé ici, on va dire, tiens, on va faire comme tout à l'heure, planétaire et grande nébuleuse. Planétaire, focale, on est entre 3 et 12 000. Pour les plus gros, 12 000. 3 000, c'est un C11, en gros, 2008, quoi. Donc à partir d'un C11 jusqu'à un C14 avec un gros, comment dirais-je, un gros doubleur derrière, un gros extendeur de focale, une Barlow, on dit aussi. Voilà, on va dire qu'en général, c'est à peu près ces focales-là. Alors, vous allez trouver tout et n'importe quoi là-dessus. C'est dès que mon avis, c'est une idée comme ça, c'est vraiment grosse maille, quoi. En gros, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va faire des poses unitaires très très courtes. Donc, du coup, caméra planétaire rapide. On va faire beaucoup de poses courtes. On appelle ça du Lucky Imaging. C'est pareil, c'est un chapitre, on pourrait faire juste une présentation que là-dessus. Donc, je ne rentre pas là-dedans. Mais en gros, c'est fait pour. Précision de suivi. Si ça bouge avec un peu de mouvement, bah finalement, c'est pas si grave, parce que de toute façon, on est à 100 images secondes, et le temps que la planète elle bouge avec la monture qui la déplace, c'est pas une image de 10 minutes, c'est des images de 5 à 20 millisecondes. Sur Mars, on est à peu près, enfin, moi je suis à 5 millisecondes, Jupiter, on a 10 millisecondes, Saturne 20, pour faire une grosse baille, quoi, hein. Donc, la monture, le temps qu'elle bouge, on a déjà pris la photo, quoi, donc c'est plus un problème. Et du coup, le guidage, comment est-ce qu'on guide? Eh ben, le logiciel, il permet clairement de suivre la planète. C'est assez rigolo. Le logiciel, il permet de regarder la planète, de comprendre où elle est. Un espèce de truc rond brillant, quoi. C'est pas trop dur en informatique à trouver. Il prend le centre et il commence à dire, oula, sur mon capteur, c'est en train de se barrer d'un côté ou de l'autre. Comme les pauses sont très courtes, il a autant le temps de réagir que il ne faut pas qu'il attende 10 minutes pour avoir l'info. De 10 fois par seconde à 10 millisecondes, à 10 fois par seconde, il a l'info. Enfin, 100 fois par seconde. Donc en gros, il corrige. Tac, tu restes là, tu ne sors pas du capteur. Donc c'est un truc, je le dis spécifiquement parce que le guidage, en général, c'est soit hors axe, avec un diviseur optique, donc en gros, on passe à travers le même tube que celui qui image, ou on met une deuxième lunette par-dessus et on suit avec une deuxième lunette. C'est le seul cas, ici, en planétaire, où on guide directement sur la caméra d'imagerie, grâce aux poses courtes. On peut peut-être le tenter en pose courte ciel profond. Ils font 2, 3, 5 secondes. Il faut voir s'il y a des spécialistes là-dessus. Moi, je commence là-dessus, je ne suis pas au fait encore. Deuxième exemple qu'on va prendre, c'est les grandes planétaires. Pardon, les grandes nébuleuses. Les grandes nébuleuses qui font donc 2 degrés d'arc et plus. Typiquement, par exemple, NGC 7000, le North America, avec son copain au-dessus, comment dirais-je, le pélican. Voilà. Ça, c'est grand. En grande nébuleuse, là, entre 400 et 600 de focale, on n'aura qu'un des deux, par exemple. Alors, les poses unitaires, ça peut être en millisecondes. Là, c'est des minutes qu'on veut. Typiquement, moi, j'utilise ça, je suis à 600 mm pour faire ça. Des minutes, on va voir les détails derrière, mais on en fait plusieurs, quoi. 2, 3, 5, 10 minutes. Précision de suivi. Il faut une bonne précision de suivi. Je mets moyenne parce qu'il ne faut pas être
ultra précis, mais voilà. Si certains parlent en termes de guidage et d'erreurs d'arc de guidage, tant qu'on est dans les, allez, un peu en dessous de 1 seconde d'arc de guidage, on est pas mal. Guidage, là, on va être en guidage parallèle. C'est-à-dire qu'on va avoir l'imageur et puis une autre petite lunette qui va venir corriger. Bon, pareil, besoin induit des disciplines, imageur. Planétaire, on a dit, petite caméra rapide, logique, qui, comme c'est très critique au signe, on va faire des images très rapides, et on va intégrer quelques minutes. Finalement, quand on garde au calcul, même si on fait 5 heures de planétaire, en résultat, en fait, on récupère que, allez, on va dire 5 à 10% des images qu'on va capter. Donc, si on fait 100 heures, on récupère 5 heures. Si on fait 5 heures, on récupère un centième de 5 heures. 5%. Donc, en gros, au global, ça fait plutôt des minutes. Quand on est par contre sur des grandes nébuleuses, là, on va y aller pendant des heures, des dizaines d'heures des fois. Ça peut être une dizaine d'heures, c'est déjà bien. Après, on peut commencer à cumuler un peu. Voilà. Bon, des fois, on met 20 heures, 25 heures. C'est pas ridicule, on arrive à sortir de plus en plus de choses. Voilà. Et la centaine d'heures, c'est pourquoi? Alors, centaine d'heures, c'est quand tu veux sortir des trucs que tu essayes longtemps, et c'est souvent quand tu as, plutôt quand tu es dans des grandes galaxies ou quand tu es en CP à grande focale quelque part. Quand tu vas chercher des nébuleuses planétaires, par exemple. Là, j'ai sorti je travaille sur une image où il y a plus de 150 heures, et j'ai fait plusieurs poses, enfin plusieurs images, dans les 30, 40, 50 heures, parce que c'était à grande focale. Grande focale, petite ouverture. Petite ouverture, il me faut du temps. Je suis à F11. F11, ah bah tiens, si j'avais fait à F8, tiens, bah, j'aurais mis 2 fois moins de temps. Je dis 40 heures au début, ça me fait plus que 20 heures. Je redivise par 2, je repasse à 5, 6, je repasse à 4, allez. Donc 40, 20, 10, 5. En 5 heures, allez, il y en a un, il fait ça en une nuit. Il va me falloir un mois. Mais on n'aura pas la même définition, parce que j'aurais zoomé plus. Donc c'est vraiment un compromis. Concernant les optiques en planétaire, eh ben justement, il faut un gros rapport signal-sur-bruit. En gros, il faut zoomer à mort. Il faut une faible obstruction. On ne va pas trop parler, on ne parle pas dans les détails. En gros, il vaut mieux des belles optiques comme les casse-grains ou les Dahl-Kirkham que les Schmidt casse-grains ou qu'un Newton, par exemple, sur le côté, au global. Voilà. En gros, ces optiques-là sont dédiées. On arrive à faire des trucs sympas en Schmidt casse-grains, mais pour faire du top, ces trucs-là sont un peu plus adaptés quand même. Voilà. On peut faire ça avec du Newton ou du Max-Tutov casse-grains, mais on a d'autres contraintes. Voilà. Le conseil classique, si vous avez des sous, c'est de prendre une optique dédiée comme ça. Sinon, c'est de se rabattre sur du Schmidt casse-grains, parce que ça passe partout, et ça fonctionne assez bien. Si on reprend notre exemple grande nébuleuse, une focale moyenne à grande ouverture, typiquement un Newton à f4, ou une lunette à f5, par exemple. Ça marche bien. Allez, on va se faire quelques exemples, parce que là, c'était quand même très théorique. Voilà, typiquement, un exemple, donc ce que j'utilise en courte focale. Ça peut être un 300 mm ici, ou un 200, un 70-200. J'ai mis le petit trou à filtre, alors que même que ce soit une caméra couleur, pour finalement aller chercher quand même des filtres dans les nébuleuses. Typiquement, je mets un filtre dual band là-dessus, qui laisse passer le H-alpha et l'O3. En gros, le bleu et le rouge des nébuleuses. D'accord ? Ça permet d'éliminer un petit peu le reste du signal et de faire un petit peu plus ressortir les nébuleuses. Même sur certaines galaxies, c'est sympa d'avoir un petit peu ces nébuleuses qui sortent, plutôt que de noyer et d'avoir un truc plutôt blanchâtre. Voilà. Bref, donc une petite focale, une grosse caméra refroidie. Là, j'ai mis un ordinateur dédié là-dessus, ça permet de ne pas avoir le truc au sol avec tous les fils qui trimballent de partout. En gros, il y a le fil d'alim qui monte, le fil réseau qui descend, et tout le reste, c'est géré à partir de ce truc-là. Là, j'ai pris un Eagle chez Primaluce, mais il y a plein de modèles maintenant chez ASI qui font des trucs pas trop chers et qui font à peu près la même fonction. Dernière chose, on voit ici que j'ai mis une monture qui est quand même assez moyenne. Elle peut porter jusqu'à 16 kg. J'ai pas entendu parler. Ouais. Donc ça porte jusqu'à 16 kg, ça. Donc en gros, on peut mettre ça dessus, évidemment, mais du coup, je peux mettre tout le reste. Donc, je ne me suis pas embêté, c'est là, ça passe partout. Petite lunette de guidage ici, parce que même si on est à 200 ou 300 mm, il faut guider. Même avec une monture correcte, il faut guider. On y gagne beaucoup. Au résultat, hein, à la fin, quand on commence à faire d'images de 10 minutes, ben, on y gagne. Hein, on le voit assez, ça aide. Donc là, j'ai un imageur, c'est assez rigolo, qui est à 300, là à 200, et la lunette guide est à 240. Donc en gros, ça, c'est plus gros que ça. Et alors, ça guide mieux, on est pas mal. Avec ça, ce qu'on fait, c'est des images,
des images comme celle-là, par exemple. Je vous en ai parlé juste avant. Et celle-là, c'est assez rigolo, petit clin d'œil, parce que je l'ai fait sur Astrociel 2022, en finalement assez peu de temps de pause, en 2h40 de pause, puisqu'on est à une grande ouverture de 2.8. Ça fait rentrer plein de lumière. Et malgré que la focale soit à 200 mm, on a quand même un petit peu de détail. Donc dans, comment dirais-je, North America ici, et le Pélican ici. Ça, c'est fait avec, dans la petite roue à filtre, justement, le filtre qui laisse passer plutôt le H-alpha et l'O3, et qui diminue un peu le reste. Ça me permet d'avoir dans un ciel qui est à l'œil complètement noir, en fait, plein de petites nébulosités ici qui apparaissent. Si je monte un petit peu en focale, je monte en moyenne focale, donc maintenant je passe non pas aux 200 mm, mais aux 600 mm. Alors il est déguisé parce que c'est mon truc de photo animalière, donc je l'enlève pas à chaque fois le truc. Mais là, se cache là derrière un Nikon 600 mm, avec le même setup qu'on a vu avant, d'accord, roue à filtre et puis caméra à couleur, la même lunette guide, même monture. Déjà, même monture, même lunette guide, tout ça c'est pareil, hein. Le seul truc qui change c'est ça. Ça permet de factoriser déjà pas mal. Avec ce genre de choses, on peut aller choper des nébuleuses ou des comètes. Typiquement, en ciel profond, on peut faire des comètes proches comme ça. Ça, là, cette petite animation, je l'ai faite en... Alors, c'est des pauses de 30 secondes, c'est assez court. Je l'ai fait en 550 pauses sur ce setup-là. Allez, lunettes 600 mm, f4, la lumière rentre assez vite. Donc finalement, en pause de 30 secondes, on arrive à voir des choses. Je l'ai fait sur cette petite monture qui suit suffisamment bien, vous voyez, ça bouge pas trop de tous les côtés. Voilà. Après, le traitement est très spécifique. On a dit au début qu'en fonction des disciplines, on avait des traitements un petit peu différents. Là, carrément, j'ai été séparer les choses. J'ai fait les étoiles d'un côté et la comète de l'autre. D'accord? Donc là, j'ai fait une combinaison du déplacement relatif de la comète par rapport au fond de ciel. Et puis, si vous regardez bien, la comète ici, en fait, elle a sa queue, elle s'étend ou elle diminue. Si je laisse le pointeur là, sans bouger, à peu près, je ne sais pas si moi je vais arriver à pas bouger, vous voyez, elle passe de l'autre côté, quoi. Donc ça s'anime un peu comme ça. Bon, petit clin d'œil, parce que c'est une comète qu'on a fait sur Astrociel l'année dernière avec JB, là, sur son 630. Karine et Jean-Bernard là, l'ont suivi sur le 630, elle est toute petite. Et du coup, on s'est fait un plaisir d'aller la chercher. On a eu de la chance là cet hiver, elle était en janvier-février, assez proche de la Terre. Et du coup, voilà, on a travaillé dessus et on a eu le droit, d'ailleurs, quand on l'a publié sur AstroSurf, vous l'avez peut-être déjà vu, parce qu'en fait, elle a fait la couve d'AstroSurf en février. Donc ce truc-là, ça a été fait avec un pauvre 600 mm de focale, quoi. Donc on peut faire des choses avec une petite lunette. Et d'ailleurs, je reviens un petit cran en arrière sur celle-là, sur ça, la queue ici et la queue ici, elles se continuaient. Donc 600, j'étais déjà gros. Vous avez une petite lunette de 400 ou 300 de focale, vous pouvez faire des trucs où vous avez la comète en entier, hein, ça se passait ça. Et pourtant, c'est pas la comète qu'on nous a annoncé, qu'on voit à l'œil nu, les jumelles, tout ça. D'accord? Il y en a quelques-uns qui vous ont dit, ah oui, c'est sympa, machin, mais il n'y a pas les médias qui vous ont dit, regardez la comète. Pourtant, il y a un truc gros comme ça, à 300 mm de focale, vous le faites pleine balle. D'accord? Donc, la focale, c'est pas le bout du monde, quoi. Moi, je vous conseille vraiment de commencer par des petites lunettes bien faites, parce qu'on peut aller choper des trucs quand même sympas. Tout ça, c'est fait avec moins de 600 mm, hein, 600 ou moins. Alors, ça aussi, nébuleuse du cœur. D'accord? Là, juste 6h30. D'accord? Toujours la même lunette 600 de focale. Caméra refroidie. Par contre, on a agilité avec la caméra monochrome. D'accord? J'ai mis des filtres. Je l'ai fait hydrogène, oxygène, oxygène pour faire ce mélange. Ok? Et après, j'ai rajouté les étoiles. Précisément, cette photo elle a été décomposée. D'abord, j'ai fait l'ensemble. J'ai extrait les étoiles. J'ai traité la nébuleuse d'un côté. J'ai traité les étoiles de l'autre. Précisément, j'ai même fait un jeu de photos sur les étoiles. Les étoiles, j'ai fait des jeux de 30 secondes. Alors que pour le reste, c'était des jeux de 10 minutes. En H-alpha, en O3, c'était 10 minutes. Le RVB, j'ai fait 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Juste pour les étoiles. Le reste, je l'ai jeté, entre guillemets. J'ai gardé que les étoiles de mon jeu RVB. D'accord? Traitement un petit peu particulier, qui permet d'avoir le fond de ciel avec la nébuleuse qui nous intéresse, qui ressort, des petits détails quand même, là, et les petites étoiles qui restent bien pointillistes et pas cramées, quoi. C'est ça. On voit, d'ailleurs, là, il y a les zones où les étoiles naissent aussi, par là, là. Puis ce qu'on voit aussi à l'œil, on se dit, tiens, il n'y a rien là. Ouais. Ce qui est assez rigolo quand on commence, alors je ne vais pas pouvoir zoomer, mais en gros, dans ces zones-là, on se rend compte, le noir, c'est pas une absence d'étoiles, hein. C'est de la matière en plus qui cache le reste, quoi.
Ça vous cache le morceau de nébuleuse qui est derrière. Donc avec une petite lunette de 600 focales, on va pas loin, sur une petite monture, on arrive à faire un truc comme ça avec donc 6 heures de pause. Donc en gros, si vous vous appliquez bien sur une nuit, vous faites un truc comme ça. Allez, on monte un peu dans les focales. Là, le setup que j'utilise, là, il est collé en Espagne dans un hébergeur professionnel. Du coup, il y a un peu de matériel là-dessus. Une monture avec les fameux encodeurs pour qu'elle suive précisément. Parce que là, on est à 3000 de focales. On a 2800 de focales pour être exact. Et là, on va chercher les petites nébuleuses fines. Ou les galaxies. D'accord? Donc, on a une monture qui assure un peu. Que j'auto-guide pour autant. Hein. Il y a plein qui disent on ne peut pas, ne pas l'auto-guider. Moi, à 10 minutes de pause, j'auto-guide. En ce moment, là, ces dernières nuits, je fais la distance des pauses d'une demi-heure sur ce machin-là. Guidé. Par contre, le guidage, c'est toutes les 10 secondes. Hein. Je n'ai pas besoin de m'embêter toutes les secondes. D'accord? On voit ici, d'ailleurs, la caméra de guidage qui est branchée donc, en angle droit. Il y a un petit diviseur optique ici qu'on doit voir ici, là, par là. Et donc, le signal lumineux qui arrive et qui rentre dans l'optique, il va à la fois à la caméra d'imagerie et hop, il y a une petite partie qui est divisée qui va faire cette petite caméra de guidage. Qui me permet d'éviter les flexions même internes du tube. Je suis comme ce que j'image. Là, c'est le type de guidage qu'il faut pour ce genre de tube. Malgré la qualité du C11 HD, correct, ça bouge. Si vous le guidez en parallèle, vous guidez d'un côté, le miroir se barre de l'autre. Hein. C'est imparable. J'ai essayé dans tous les sens. Ça fonctionne pour des images d'une demi-heure. Ça guide pile poil. On a une roue à filtre ici un peu plus grosse, parce qu'on a carrément donc, le L, la luminance RVB, donc les 3 couleurs, et les 3 couleurs des nébuleuses, pour aller à 7. On a besoin de 7 filtres pour imager tout ce qu'il faut. Je passe le détail là-dessus. Voilà ce qu'on arrive à obtenir, par exemple, Galaxy de sèche-cheveux, M100, on arrive à sortir des extensions, on arrive à sortir même des petits détails dans les copines, et puis si on regardait un peu dans le fond de ciel, là, tous les trucs qui sont pas ronds, en fait, c'est des galaxies. Donc là, j'ai quand même enquillé un petit peu de temps. J'ai mis 37 heures d'imagerie pour faire cette image. Donc 539 images. C'est pas ridicule, ça sort quelque chose. Et comme j'ai été aussi en H-alpha et en O3, ben, dans la galaxie, on commence à voir les veines ici et les petites nébuleuses un peu roses, grâce au H-alpha. Et en O3, on voit quand même des points un peu plus bleutés, des zones un peu plus bleutées, qui viennent, donc ce sont les nébuleuses de l'autre galaxie qu'on voit là. Pareil, là, c'est un traitement. Alors, j'ai vu une connerie, là. C'est une bêtise. Le traitement est complètement LRVB H-alpha O3. C'est un mix de tout ça. Ça, c'est faux. Une coquille. Il y a les 7... attends, 1, 2... Il y a 6 filtres qui sont passés. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est le soufre, là-dessus. Autre chose qu'on peut aller faire, c'est toujours faire du cométaire, mais de plus près. Là, typiquement, j'étais imagé, je voulais voir ce qu'il y avait sur le noyau, voir un peu l'antiqueux de la même comète que tout à l'heure. Mais là, on n'est plus à 600 de focales, on est à 2800 de focales. D'accord? Donc là, j'ai fait des pauses de 180 secondes. Disons, 180 secondes, elle a le temps de se barrer, la comète, quand même, sur l'image. On voyait tout à l'heure qu'elle avançait vite. Hein. Bah, du coup, j'étais obligé d'utiliser une fonctionnalité particulière de la monture, là, c'est de lui programmer dans la monture le suivi spécifique. Hein, on s'était dit au début, attention, il y a des cas, en fonction de certains objets, où il faut lui mettre un suivi un peu comme la Lune, là, mais un peu particulier. C'est ce que j'étais obligé de faire là. Et on le voit du coup sur cette image ici. Alors cette image ici, elle est un peu bizarre, mais en fait, la comète, elle est là, la tête de la comète. Et ce que j'ai voulu, en gros, cette partie-là, là, elle vient chapeauter cette partie-là. Et ce que je voulais, c'était voir un peu de détail justement dans la queue ici ionique et voir si elle bougeait. Donc j'ai coupé un peu ici. C'est-à-dire que le bas de l'image, on le retrouve là. Et si on regarde bien, on voit que sur chaque image ici, ben, les étoiles, elles ne sont pas du tout rondes. C'est des petits traits. Parce que ce que j'ai suivi, c'est le noyau de la comète. Je me suis planté là-dessus et j'ai suivi ça. Donc c'est ça qui est net. Et je voulais du coup que ça puisse dessiner toutes les fibres ici de la queue ionique de la comète. Et donc on voit passer des petites galaxies, des machins. On se rend quand même compte qu'en 110 ponces de 120 secondes, donc en gros en 240 minutes, ça bouge. Ça bouge vite. Et puis voilà, on voit un petit peu la différence sur la queue ionique. Là, on la voit qui se resserre ou qui se filoche. C'est assez rigolo de voir les variations. On peut aller chercher des trucs comme ça. On peut aussi aller taper de la nébuleuse planétaire. Alors celle-là, c'est marrant, un petit plein clin d'œil astro-ciel, parce que les premières images de cette planétaire, de cette nébuleuse-là, j'ai même intégré dans cette image des images que j'ai fait d'ici. Grâce à la qualité du ciel d'ici, on avait assez de définition pour aller sortir non seulement donc, la définition de l'hélice, certains l'appellent l'œil de Dieu.
Je trouvais ça assez juste, surtout depuis que maintenant on arrive à sortir le sourcil. D'accord? Ça, il faut aller le chercher. Hein. C'est pas du tout au même niveau que ça. Donc là, on a PN, ça, pour aller le chercher, je me dis que ça va être plus difficile, parce que il m'a fallu quand même 38 heures de pause pour aller chercher tout ça, avec une caméra refroidie. Je crois qu'elle était à moins 10, quand même. Donc à peu près, ouais, c'est à 30 degrés d'écart par rapport à ce qu'on a l'été. Là, par contre, c'est vrai, je l'ai fait en allant chercher des filtres hydrogène-oxygène, et les étoiles sont rapprochées, encore une fois, à part, c'est des étoiles de 30 secondes après en RVB. Voilà. Autre chose, on peut aller chercher aussi des nébuleuses moyennes. Par contre, mais ça c'est beaucoup trop grand pour un C11. Donc ce que j'ai fait, je me suis embêté, et j'étais là découpé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ici une mosaïque de 3 tuiles. Donc je suis à 3 fois 3000 mm en gros. J'ai une tuile ici, une tuile là, et une tuile là. Et je les ai rassemblées. Alors là, par contre, voilà, il m'a fallu 591 pauses, 58 heures de pause au total. C'est un peu de boulot, quoi, pour assembler les choses. Mais, alors l'avantage de faire des tuiles, bah, c'est qu'on gagne la définition. Typiquement, bah, on va pouvoir aller zoomer un peu dans la chose, quoi. D'accord? Ça, c'est fait, donc c'est sur une des tuiles. Là, je suis à peu près à la définition 100%. Donc on reconnaît les piliers de la création, d'accord? Avec, moi ce que j'aime bien, c'est le petit bonhomme avec le parachute, là. Il y en a qui l'appellent la zone des 3 dragons aussi, parce qu'il y a une espèce de grand dragon qui vient là, un petit dragon ici, puis un ici. Voilà. Donc, et ça, effectivement, c'est fait... Est-ce qu'il y a autre chose comme information? Non. Pardon. Je vais un peu loin. Ça, c'est fait, effectivement, c'est la définition qu'on peut obtenir avec un C11 et HD classique, si on fait assez de pauses. Donc, en gros, on va dire une vingtaine d'heures de pause, on arrive à faire ça. Il faut qu'il soit un peu collimaté, quoi. Dernière chose, on peut aller choper du planétaire. Alors planétaire, on peut le faire avec une optique qui n'est pas forcément corrigée partout. Ce dont on parlait tout à l'heure, un C11 tout à fait classique, du moment qu'il est collimaté bien au centre, de toute façon, tout le reste de l'image, on va le jeter. On va prendre une toute petite caméra, on va prendre que le milieu, là où il est net, et le reste, on s'en fout. Donc on va profiter de ça. Alors je vous ai mis ici un peu les pourquoi aussi. Ok, on a une lunette guide. Pourquoi est-ce qu'on a une lunette guide en planétaire alors qu'on n'a pas besoin de guider en planétaire vraiment? En fait, quand on perd l'étoile, le fameux coup de coude, là, tu vois, quand on est à l'arrière et puis on met le petit coup de coude, on perd l'étoile. Si on a été assez malin pour aligner en gros ce truc-là qui représente comme un chercheur quelque part, on est capable de la remettre au centre de ici, et en général elle a la chance d'arriver dans le champ du capteur. Et ouf, on la retrouve, on peut continuer. Si ça c'est pas aligné là, on recommence. Hein. Ça peut être 2 heures avant de retrouver la planète. Parce que de gauche, droite, en bas, où est-ce qu'elle est passée, vu la finesse qu'on a là, ces focales-là, surtout qu'en gros, là, le train optique qu'on met derrière, ça multiplie par 2,5 dans mon cas. Là. Donc voilà, 3000 x 2,5. Focale, on a peu d'angle quand même. Hein, donc il faut faire attention à ne pas perdre la planète. Donc cet élément, justement, il est fait pour multiplier la focale. On perd en signal, hein, du coup, on grossit. Donc on va perdre en lumière. C'est brillant, les planètes. Donc on peut se le permettre. On met un filtre UV IR-Cut, en gros on va laisser passer que le signal qu'on veut capter. Typiquement je mets ça pour Jupiter par exemple, au début, et pour Mars. Des fois sur Jupiter on l'enlève et on met au contraire un filtre infrarouge avec une caméra qui fait pour capter que l'infrarouge. Voilà. Un truc intéressant qu'on ne voit pas sur les autres setups, on parlait aussi d'adapter le matériel en fonction des disciplines. Un truc qu'on n'utilise pas du tout en ciel profond, on devrait peut-être, et à terme peut-être qu'en haute définition on le fera, notamment en pause courte, c'est de jouer avec le correcteur de dispersion atmosphérique. C'est pareil, je pourrais en parler, ça pourrait faire l'objet d'un truc en soi. En gros, on peut dire que ça, là, quand vous regardez dans vos télescopes, même en visuel, on a encore vu avec Jean-Bernard hier soir, on voit sur les planètes un petit peu de rouge en haut, un petit peu de bleu en bas ou inversement. En gros, le signal il est étiré par l'atmosphère. Donc en fait, la définition de chaque petit point, d'une certaine couleur, un truc noir par exemple, c'est du rouge et du vert et du bleu mélangé, ce truc-là, il va se retrouver étiré. Et quelle que soit la bande passante, ça va vraiment tous se retrouver étiré. C'est pas le bleu, c'est séparé du rouge et séparé du gris, hein. Pas du tout. C'est en fait tout le spectre qui est tiré comme un arc-en-ciel. Donc en fait, rassembler le bleu et le rouge à la fin par un traitement, on récupère qu'un tiers du problème. Parce que il est vraiment étiré sur tout le spectre. Donc ce truc-là, ça permet, avec des prismes, de faire l'effet inverse que fait l'atmosphère. Donc en gros, vous avez un arc-en-ciel, vous remettez ce prisme devant, ça revient un point blanc nickel. Donc ça vous permet de gagner en définition par rapport... Enfin, si vous ne l'avez pas en planétaire, c'est même pas la peine. Bon, si, planète au zénith, il n'y a plus de dispersion. Bon, c'est pas souvent. Ici, c'est... voilà. Kenya, c'est mieux, elle passe toutes comme ça.
Mais ici, c'est bon, c'est plus cher quand même. Donc voilà, ça coûte 300 balles. 300 balles, c'est le ticket tu vois, pour aller déjà à l'aéroport pour partir. Donc en gros, voilà, ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer, ça coûte vraiment pas cher par rapport à ce que ça apporte comme gain. C'est pas la peine de mettre même un C11 en place. Une lunette, ça suffit si vous n'avez pas ça. Hein, parce que ça dit ça. En gros, vous gagnez, on va dire en détail, un facteur 5, quoi. Et du coup, avec ça, on arrive à faire des images un peu comme ça, simplement. Voilà, à partir de vidéos de 4000 images, voilà, j'ai 9000 de focale sur un C11 tout bête. Pareil, déjà, je dis rien, ça c'est le C11 qu'on a vu juste avant. Pareil, voilà. On a dit tout à l'heure, là je suis à 10 millisecondes, là 5 millisecondes. Là il y a 7000 mm, f25. Là j'ai fait 10 vidéos, 15 000 images par vidéo. Et ces 10 images, je les ai recombinées entre elles pour obtenir ce truc-là. Alors c'est pas la meilleure que vous verrez à votre vie, hein, il y en a plein des mieux que ça. Hein. Mais au moins, voilà, en jouant 2019 à 2023, pouf, avec un peu d'effort et en suivant les règles que je vous ai mis là, on arrive assez plus vite que moi, parce que je fais plein de bêtises, moi, à faire des trucs comme ça. J'aime bien celle-là, parce que du coup, on a été la faire en Espagne avec ma femme. On est descendu exprès pour la voir au plus haut et au plus près de nous, parce qu'elle était à l'opposition. Donc c'est pour ça qu'elle est quand même un peu détaillée. Et c'est la première sortie de notre C14. Voilà. On a mis un C14 là pour essayer d'aller choper un peu plus de détails. Et en un mois, pour vous donner une idée des contraintes du ciel, pour revenir au truc de tout à l'heure, ça, on a pu le faire. Alors, on a essayé évidemment tous les soirs, pendant un mois à peu près, de sortir. Ah non, il fait moche. Ah non, on peut pas. Ah non, c'est tout brouillasseux. Ah non, il pleut. Bon, tout ce que vous voulez, c'est du novembre, hein, novembre-décembre. Donc, en gros, ça s'est fait sur 3 nuits. Mais en réalité, donc 3 nuits d'imagerie sur un mois, donc c'est quand même rare. Et malgré ça, il a fallu en gros une nuit. C'est-à-dire que ça, je l'ai fait qu'en une seule nuit. Donc j'ai attendu un mois pour faire ça, quoi. Et j'ai eu du bol. J'aurais très bien pu ne pas avoir de bonnes conditions atmosphériques pendant ce mois-ci et être obligé de m'en aller. Du coup, on peut aussi en faire après, une fois qu'on a assez d'imagerie, on peut refaire les animations dont on a parlé tout à l'heure. Là, du coup, j'ajoute un peu les détails. On voit effectivement, là, c'est 27 vidéos que j'ai pu faire. La même nuit, j'ai pu exploiter 27 vidéos. D'habitude, on en a 3-4, on est content. Là, j'ai eu un bol de fou que la turbulence, le signe soit assez propre, l'atmosphère assez stable, assez longtemps. Alors, c'était pas parfait, hein. La turbulence était présente, mais suffisamment constante, suffisamment longtemps, pour que je puisse quand même combiner assez d'images pour faire un truc comme ça. D'accord ? Là, coup de bol absolu, c'était de la maison, un samedi par hasard. Il y avait de la brume et tout, on comprenait rien, mais il n'y avait pas de vent du tout. Ok, j'ai sorti le matériel, j'ai regardé. Le ciel n'était pas transparent du tout, il y avait de la lune, c'était en ciel profond, c'était no go, quoi. C'était on va se coucher. Bon, planétaire, c'est petit, c'est lumineux, on se fout à peu près de la transparence du ciel. La preuve, c'est la meilleure image que j'ai jamais fait. J'aurais été me coucher sur un réflexe ciel profond, là j'étais mort. Je l'avais pas, celle-là. Et j'en ai pas eu de mieux avant ni après. Donc en gros, il faut sortir au bon moment, il ne faut pas hésiter. Bon, on a fait la grosse partie quelque part, c'est quelles sont les disciplines, quelles sont leurs caractéristiques, et quels sont les matériels qu'on va adapter pour ces disciplines. Alors après, on va aller un peu plus vite. Hein. Donc le conseil est simple, préparer une procédure, d'accord ? Voilà, il faut que l'installation elle soit organisée, que l'espace au sol soit propre, que vous n'ayez pas des trucs dans lesquels vous prenez les pieds, c'est la nuit. C'est bête, mais on n'y pense pas, mais des fois, on se retrouve avec des tas de câbles, et puis la nuit, après, c'est mortel, et on a mis 2-3 heures à régler son matériel, et au dernier moment, un petit coup de pied dans la monture. Le nombre de fois où je l'ai fait, ça, j'ai failli me pendre. Quoi. Donc voilà, il faut se restreindre, il faut vraiment s'organiser, prendre des petits scratchs, des petits machins pour câbler correctement. Ça prend 10 minutes de plus à l'installation, enfin ça sauve la nuit, hein, par rapport au petit coup de pied dans la monture. Donc en gros, n'hésitez pas. Quoi. Voilà. Je dis câblage, structuré, assuré, espace au sol, pour éviter finalement le contact avec la monture, pas la peine de se serrer, il faut mieux un peu d'espace. L'installation doit être précise aussi. Si vous voulez, il faut quand même choisir un bon endroit où vous voyez les trucs passer quand même. Hein. Donc en gros, voilà. Si vous n'avez pas le choix, prenez un truc où le sud est dégagé, parce qu'au moins vous avez la chance que tout passe au-dessus. Quoi. À un moment ou à un autre. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Et vous avez carrément un ciel qui est complètement est-ouest, complètement blindé, il y a des arbres de partout, mais vous avez pile au-dessus et plein sud, un dégagement. C'est pas grave, vous ferez un peu cet objet-là ce soir, celui d'après, le lendemain vous recommencez, tac, 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 vous en foutez, que ce soit la même nuit ou pas. Moi j'ai fait des photos là, et des fois il m'a fallu 2 ans, hein, en délai, pour réussir à accumuler assez d'images. On s'en fout, c'est compatible. Tant que vous avez bien le même matériel et vous comprenez bien les assemblages. Alors le sol doit être dur et stable. Petit clin d'œil,
Là-haut, là, le bitume, il est traître. Hein. Les petites plaquettes en bois en dessous, là, c'est pas un luxe. Hein. Le petit pied de monture bien pointu qui reste bien dans la terre, c'est sympa. Mais enfin, ici, là, la nuit, ça se passe bien. Le lendemain, toute la journée, ça dérive. Et puis le soir, vous dites, mais elles sont toutes floues, mes images, je comprends plus rien, j'ai de la dérive et tout. Ouais, ça bouge d'1 centimètre de chaque côté, hein, là-haut. Donc, petite plaquette en bois. Ici, c'est pas du luxe. Voilà. Donc, stabilisez le sol. Quand vous perdez votre mise en station sur 1 centimètre sur le trépied, c'est pas neutre. Hein. Vos images, après, images de 5 minutes, c'est même pas la peine. Hein. Tout va être flou, vous allez perdre vos planètes, c'est mort. Hein. Donc il faut vraiment, vraiment bien se positionner. Justement, pour ne pas perdre votre mise en station. Mise en station, c'est le fait de dire, finalement, la monture, quand elle tourne en respectant le même axe de rotation que la Terre. Il faut synchroniser les deux, quoi. Donc, plus on est dans la filée focale haute, plus on risque de perdre l'objet, donc en gros, et puis plus le suivi est précis, nécessairement précis. Donc du coup, il faut vraiment passer du temps et faire une bonne mise en station. Je galérais avec des anciennes méthodes, à la Bigourdan, à tout ce que vous voulez. Ouais, il faut des heures, des dérives, des machins, puis à la fin, plonk, le petit coup de pied dans la monture. Donc, au moins, apprenez les méthodes modernes. Mon conseil, il y a des assistants de mise en station à base d'astrométrie. C'est un bonheur, ça prend un quart d'heure. Alors, vous mettez le coup de pied juste par plaisir, puis vous recommencez, quoi. Alors, quand il faut faire une dérive pendant 4 heures, c'est pas la même. Hein. Voilà. Et du coup, peut-être qu'on en parlera, si vous voulez, pendant la mise en œuvre dans l'atelier. Il reste 3 autres règles quelque part, 3 autres clés. S'adapter et choisir son ciel. En gros, quelles sont les circonstances favorables? Il pleut, c'est moche. Bon. Encore qu'en infrarouge, il y a des nuages, ça peut peut-être passer. Hein. On a des télescopes infrarouges qui sont dédiés, armés et compagnie, qu'on voit dans les centres d'hébergement. Pendant qu'on ferme tous, ils ouvrent. Les nuages, oui, on s'en fout dans l'infrarouge. Donc en gros, il y a toujours des compromis. Quand on veut, du ciel non turbulent, on a compris pour tous les trucs très petits, très fins, comme le planétaire notamment, les grandes focales, dès qu'on dépasse, on va dire, alors c'est pareil, ça dépend de tout le monde, mais dès qu'on dépasse, on va dire, 1 mètre de focale, donc 1000 mm de focale, il faut commencer à avoir quand même un signe un peu correct. Et plus on monte, plus il faut qu'il soit propre. Typiquement, cette nuit, c'était pas terrible. Pourtant, c'était pas mal à un moment. Pour le ciel profond, tout le monde va dire « Ouais, j'ai super images et tout ». On a même fait du planétaire, on arrive à voir Jupiter avec 10 bandes, des petits détails. On a Saturne, on voit très nettement les bandes et puis, comment on appelle ça la division de Cassini, l'anneau de crêpe, tout ça, le détail, qui était comme ça. Mais on n'arrivera pas aux images qu'on a vues avant. C'était pas suffisant. Donc tout est relatif. Lieu concret, où est-ce qu'on se colle? Alors on est en ville. Bon, là, le mec, il va en plein milieu de Marseille pour faire du ciel profond, il va se dire c'est compliqué. Eh bien pas forcément. Sur son balcon, s'il voit un peu de ciel, il va pouvoir mettre des gros filtres interférentiels, vachement fins, très 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 filtrés. Il va pouvoir faire des nébuleuses. Mais avec plein de pauses. Il peut le faire. C'est mieux s'il va en campagne, hein, il aura moins de pauses à faire. Mais il peut le faire. Typiquement sur les côtes et les îles, bon on n'est pas trop là, mais tiens par exemple les images de Damian Pitch, tout le monde les connaît en planétaire, mais qui se pose à la Barbade, il a un flux laminaire qui vient de la mer, en gros le signe il est parfait, donc du coup il peut faire ce qu'il veut quoi. Montagne, alors ici c'est un peu particulier, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est un peu le pire comme le meilleur. Le pire c'est qu'on a des reliefs thermiques qui provoquent des thermiques et des... Ouais Nicolas? Non, viens. Francis? Normalement, on a la clairette à 18h30. Ah, je sais pas quelle heure il est. Et là, il est 36. Voilà. Bon, de toute façon, après, on va finir là-dessus. Hein. Montagne, ici, c'est pas terrible pour le côté planétaire, justement, il faut avoir du bol, quoi. Mais par contre, c'est très très bon sur le ciel profond. Parce qu'en fait, le ciel est bien noir et bien transparent. Donc on peut avoir plein de signaux qui rentrent. Voilà. On va le dire comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les pollutions lumineuses. Quand il faut prendre en photo, ne prenez pas que vos photos. Pensez à prendre les images, en gros, de, tout ce qu'il faut. Je vais le dire comme ça. Il faut prendre les darks, les bias, les offsets et les flats. Donc là, il y a des petites questions pour les flats. Il y a des petites informations ici, on pourra en reparler du coup dans les ateliers. En gros, ce sont les images qui vous permettent de corriger vos photos pour pouvoir les traiter correctement. Et puisqu'on parle de traitement, faites l'effort d'apprendre à traiter les images.
Alors, je ne suis pas un maître de traitement, hein, je ne dis pas, ouais, non, au contraire. Je sais que je suis là et on peut aller là. Donc, il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à faire. Ça change tous les jours, il y a de nouvelles tactiques qui sortent, il y a de nouvelles technologies qui sortent. Voilà. Donc, en gros, se tenir au courant des avancées logicielles pour profiter des gains. Typiquement, là, moi, j'utilise PixInsight plutôt, et j'ai commencé pour autant avec des Deep Sky Stacker ou Secator qui permettent de faire de l'empilement tout bête. Mais avec PixInsight, il y a des comment dirais-je, des processus de traitement qui utilisent l'intelligence artificielle. On dit maintenant, bon, en gros, des traitements assez lourds, mais qui permettent de gagner beaucoup en qualité et d'éviter plein d'étapes de traitement qu'on faisait avant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à bien les regarder. Il y a de quoi faire. Je dirais pour résumer, le traitement, ça contribue au moins à 50% de la qualité de résultat obtenu. Vous prenez les top images, vous les traitez mal, poubelle. Vous prenez des images toutes pourries, vous les traitez vraiment bien, peut-être vous en sortir. Alors évidemment, si vous prenez des belles images et vous les traitez bien, voilà. D'accord? Alors pour rappeler, du coup, voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous transmettre comme information aujourd'hui, comme partage d'expérience. Donc demain, on a à 15 h l'atelier instrument où on montre le matériel dont on a parlé. Le soir, on montre comment on s'en sert. Donc voilà, y compris si on a assez de signal, on pourra même se connecter en Espagne et regarder les trucs à distance pour les grandes focales. Voilà. Et puis vendredi, on peut rejouer un petit peu. Et on a aussi une petite conférence qui n'est pas du tout liée à l'astrophotographie. Le mercredi 15, parce qu'on a une promenade dans le ciel. On va faire promenade avec 4 Dobson, a priori. 300, 350, 400 et 630. Et du coup, en fin de parcours, on montrera les photos des objets que les gens viennent d'observer, pour faire un petit peu un ratio. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura appris quelques trucs. Est-ce que vous avez des questions particulières? Ou est-ce que vous filez à la clarette? Ouais, pas de questions particulières? On sera des éternels débutants. Merci. Merci. Merci Laurent. Et du coup, n'hésitez pas à vous signaler pour les différents ateliers. J'avoue, je ne sais pas trop comment ça se passe. On est en C11, si vous nous cherchez pour les ateliers.